Elle a lu cette lettre 7 fois. Debout, sous le soleil brûlant du Texas, la sueur trempait sa robe. Ses mains tremblaient si fort que le papier se froissait dans un bruit de tonnerre. Je me suis trouvé une file du coin. Ne viens pas. 7 mots. C'est tout ce que valait sa vie, selon Marcus Holloway. 7 mots pour anéantir 1500 miles d'espoir. Maggie Foster n'a pas pleuré. Elle a plié la lettre lentement, l'a glissée dans la poche de son tablier, a regardé l'épave de planche devant elle et a ramassé un marteau. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour suivre l'histoire de Maggie jusqu'au bout et laissez un commentaire pour me dire de quelle ville vous nous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire peut voyager. La diligence n'a pas d'attendu. Maggie Foster l'a entendu s'éloigner derrière elle, a entendu le cocher claquer la langue pour encourager les chevaux, a entendu les roues grincer, gémir, puis s'évanouir dans le silence. Et elle ne s'est pas retournée. Elle a gardé les yeux fixés sur ce que Marcus Holloway avait appelé dans ses lettres une belle petite propriété avec une bonne ossature et beaucoup de potentiel. Elle avait une ossature, c'est certain, mais une ossature en grande partie brisée. 2 murs tenaient encore debout. Le toit s'était effondré sur le côté gauche. La porte d'entrée pendait de travers à un seul gond, se balançant lentement dans le vent chaud de juillet, comme si elle était trop fatiguée pour faire autre chose que d'abandonner. La cour n'était qu'un sol d'argile craquelée, d'herbes mortes et d'un peuplier tenace qui avait l'air tout aussi misérable qu'elle. Maggie est restée là un long moment. C'était une femme corpulente, large d'épaules, forte au niveau de la taille, avec des bras épais et des hanches larges pour lesquelles elle s'était excusée pendant 31 ans, dans les recoins silencieux de son esprit. Sa robe était en coton bleu foncé, trempée de sueur dans le dos et sous les bras, après 2 jours de voyage dans la chaleur de juillet. Ses cheveux sombres s'étaient échappés de leurs épingles quelque part dans le territoire de l'Oklahoma, et elle n'avait pas pris la peine de les rattacher. Elle a sorti la lettre de la poche de son tablier. Elle n'avait pas besoin de la déplier. Elle l'avait mémorisée à la 3e lecture. Mademoiselle Foster, je me suis trouvé une fille du coin qui convient mieux au travail. Ne venez pas. Marcus Holloway. 23 mots. Elle s'était trompée dans son compte. C'était 23, pas 7. Elle ne savait pas pourquoi cela avait de l'importance, mais c'en avait. 23 mots pour lui dire que 1500 miles de trajet en train, de secousses en diligence, de biscuits secs et une nuit passée à dormir assise contre une fenêtre dans le Missouri, que tout cela n'avait servi à rien. Qu'elle ne valait rien. Elle a de nouveau plié la lettre et l'a remise dans sa poche. Puis elle a regardé la porte cassée. Puis elle a regardé la cour. Puis elle a regardé le peuplier. Très bien, dit-elle à voix haute, à personne en particulier. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle voulait dire par là, mais elle s'est avancée. La ville la plus proche était Calderfield, au Texas, à 2 miles à l'est par un chemin de terre défoncé. Elle l'avait traversé en diligence en apercevant quelques secondes à travers la fenêtre poussiéreuse. Une rue principale avec un magasin général, un saloon, une église au clocher de travers. Peut-être 200 âmes en comptant large. Elle avait besoin de provisions, de clous surtout, et de cordes. Si le magasin général avait du papier goudronné, elle en aurait besoin aussi. Elle a parcouru les 2 miles dans la chaleur de juillet sans s'arrêter. Au moment où elle a poussé la porte du magasin général Holtz, ses pieds lui faisaient mal. Son visage était rouge et elle respirait plus fort qu'elle ne l'aurait voulu. Une petite cloche au-dessus de la porte a annoncé son arrivée. L'homme derrière le comptoir était mince, le visage étroit, avec des lunettes remontées sur son nez. Il l'a regardée comme les gens la regardaient toujours. Ce rapide balayage du regard, de haut en bas, ces tressaillements presque invisibles de surprise face à sa corpulence, vite dissimulés par un air poli. « Je peux vous aider, madame. J'ai besoin de clous. Une livre de 8 pennies si vous en avez. Et de la corde. De la bonne corde. Pas celle qui casse. Du papier goudronné si vous en vendez. » Il a cligné des yeux. « Vous construisez quelque chose? Je répare quelque chose. Vous réparez quoi si ce n'est pas indiscret? La propriété des Holloway, à l'ouest de la ville. » Cela a changé son expression. La politesse de façade s'est légèrement fissurée, et ce qui est apparu en dessous était un mélange de pitié et de malaise. Il s'est éclairci la gorge. « Vous seriez donc l'épouse par correspondance de l'Illinois. »« Je suis Maggie Foster, dit-elle. »« De l'Illinois. Vous avez les clous ou non? »
Il avait les clous, il n'a pas dit grand-chose pendant qu'il les emballait. Mais alors qu'elle comptait ses pièces, il lui restait 47 $ et elle allait les dépenser comme si elle en avait 400. La porte s'est ouverte derrière elle et 2 femmes sont entrées. Elle les a entendues s'arrêter net. Seigneur du ciel, murmura l'une d'elles, assez bas pour qu'elle pense probablement que Maggie ne pouvait pas l'entendre. C'est elle, n'est-ce pas? Celle que Marcus a fait venir. La pauvre, dit l'autre. Et ce n'était pas dit avec gentillesse. C'était le genre de pauvre qui voulait dire à quoi s'attendait-elle. Maggie a posé ses pièces sur le comptoir, une par une. Elle ne s'est pas retournée. Vendez-vous du papier goudronné? Demanda-t-elle à nouveau au commerçant. Oui, madame, derrière. Il s'éclaircit la gorge. J'en prendrai 2 rouleaux. Elle a fait 3 allers-retours avant le coucher du soleil. Le premier voyage de retour de la ville, elle a transporté les clous, la corde, une boîte d'allumettes et un pot de porc salé qu'elle avait acheté parce qu'elle n'avait pas mangé depuis la veille au matin et ses mains commençaient à trembler. Elle a mangé le porc salé assise sur une pierre plate dans la cour, non pas parce qu'elle avait honte d'être vue, mais parce qu'il n'y avait nulle part ailleurs où s'asseoir. Le deuxième voyage, elle a transporté le papier goudronné et un marteau qu'elle avait trouvé accroché à un clou à l'intérieur du seul mur encore debout. Ce n'était pas un grand marteau. Le manche était fissuré et enroulé de cuir, mais il était assez solide. Elle l'a testé dans sa paume et a décidé qu'il ferait l'affaire. Le troisième voyage, elle n'est pas allée en ville du tout. Elle a plutôt parcouru les limites de la propriété en comptant ses pas. 40 pas du nord au sud, 60 pas d'est en ouest. Assez de terrain pour un potager du côté sud si elle pouvait y amener de l'eau. Un lit de ruisseau asséché à 30 yards au nord qui pourrait couler au printemps. Un poteau de clôture penché tous les 12 pieds qu'elle devrait redresser avant que quoi que ce soit avec des pattes ne s'échappe. Au moment où le soleil a commencé à décliner, elle avait retiré 12 planches de la section de toit effondrée et les avait empilées dans la cour. 4 d'entre elles étaient fendues et inutilisables. Oui, ne l'étaient pas. Elle a mis les planches fendues de côté pour le petit bois et a commencé à mesurer les 8 autres avec l'empreinte de sa main, essayant de calculer ce qu'elle avait et ce dont elle avait besoin. Ses mains saignaient avant qu'elle n'ait trouvé la solution. Les planches avaient des bords rugueux et elle n'avait pas pensé à la portée de gants. Et à la 3e ou 4e, elle s'était ouvert une coupure sur la paume droite qui se rouvrait chaque fois qu'elle serrait quelque chose. Elle l'a enveloppée avec une bande arrachée à son jupon et a continué. Elle essayait de remettre une poutre en position contre le mur est encore debout, en utilisant une branche d'arbre fourchue comme étail. La poutre était en équilibre dessus, tout son poids pesant sur l'extrémité basse, quand elle a entendu un bruit de sabot. Elle ne s'est pas arrêtée. La poutre était presque en position, et si elle relâchait maintenant, elle basculerait en arrière et emporterait la moitié du mur restant avec elle. Cette poutre va vous tomber dessus. La voix venait de quelque part au-dessus et à sa gauche. Elle n'a pas levé les yeux. Pas si je la tiens, dit-elle entre ses dents. Madame, cette branche ne va pas. Je sais ce que la branche va faire, dit-elle. Si vous comptez rester là, rendez-vous utile et mettez-vous à l'autre bout. Une pause, puis elle l'a entendu descendre de cheval. Il s'est mis à l'autre bout de la poutre sans un mot de plus. À eux deux, ils l'ont monté en moins d'1 minute. Elle lui a dit où la tenir pendant qu'elle enfonçait le clou, et il l'a tenue, et elle a enfoncé le clou. Et quand ce fut solide, elle a reculé et a regardé. Bien, dit-elle. Elle s'est retournée pour la première fois. Il était grand, mince à la taille, mais large de poitrine, avec un visage hâlé par le soleil et des yeux sombres qui l'observaient avec une expression qu'elle ne pouvait pas déchiffrer immédiatement. Il portait un chapeau cabossé et des bottes usées et avait l'air d'un homme qui avait passé plus de temps à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il avait peut-être 35 ans, peut-être plus. Difficile à dire avec les hommes qui menaient ce genre de vie. Caleb Turner, dit-il. Il a touché le bord de son chapeau. Maggie Foster. Elle n'a pas tendu la main car elle était enveloppée dans du lin de jupon et saignait à travers. C'est votre terre? Non, madame. Mon ranch est à 2 miles au nord. Je parcourais la ligne de clôture. Il a regardé la propriété derrière elle, puis de nouveau vers elle. Vous êtes la femme que Marcus Holloway a fait venir. Je suis la femme qui va réparer ce toit avant la prochaine pluie, dit-elle. Marcus Holloway peut faire ce qu'il veut. Quelque chose a changé dans son expression. Pas de la pitié. Elle s'était préparée à la pitié.
C'était autre chose, quelque chose de plus prudent. Il vous a envoyé une lettre, dit Caleb. En effet, et vous êtes venu quand même. J'avais déjà payé mon billet. Elle s'est retournée vers le mur et a ramassé le marteau, et je n'avais nulle part de mieux où aller. Il n'est pas parti tout de suite. Elle s'attendait à ce qu'il le fasse. Les hommes comme ça, les hommes avec des chevaux et un endroit où aller, ne s'attardaient généralement pas près d'une femme qu'ils venaient de rencontrer, surtout une qui saignait à travers son bandage et qui répondait du tac au tac avant même d'avoir repris son souffle. Mais Caleb Turner s'est assis sur la partie basse de la clôture effondrée et l'a regardé travailler. Et quand elle a soulevé la planche suivante et n'a pas pu atteindre le support supérieur sans monter sur quelque chose, il s'est levé sans qu'on le lui demande et a maintenu la planche stable pendant qu'elle traînait la pierre plate de la cour pour monter dessus. « Vous savez ce que vous faites ?» demanda-t-il. « J'apprends. » C'est une réponse honnête. Je suis une femme honnête. Elle a enfoncé le clou 3 fois, vite et faute. Mon père avait une ferme en Illinois. Je l'ai regardé réparer des bâtiments toute ma vie. Je ne l'ai jamais fait moi-même, mais je regardais. Regarder et faire, ce n'est pas la même chose. Non, admet-elle. Faire est plus difficile, et regarder, c'est par là qu'on commence, Whitmish. Elle a frappé le clou 2 fois de plus, et il s'est bien fixé. Elle est celle-là de la pierre. Pourquoi êtes-vous encore là, Monsieur Turner? Il est resté silencieux un moment. Parce que vous saignez de la main, que vous avez encore 6 planches à poser, et qu'il fera nuit dans 2 heures, dit-il. Et parce que je connais cette propriété, et je sais que le toit du mur sud est en pire état qu'il n'y paraît, et si vous ne soutenez pas la poutre centrale avant de travailler sur cette section, vous allez tout faire tomber sur vous. Elle a regardé le mur sud, elle a regardé la poutre centrale. Elle l'a regardé à nouveau. « Montrez-moi, dit-elle. » Il lui a montré, pas en le faisant lui-même. Elle l'a remarqué rapidement. Elle a remarqué qu'il expliquait, montrait du doigt, et la laissait mettre ses propres mains sur le bois. La laissait décider où le clou devait aller, n'intervenant que pour soutenir quand le poids était trop lourd pour une seule personne. Il la traitait comme quelqu'un capable d'apprendre et qui n'avait simplement pas encore eu l'information. C'était une chose si simple, si stupidement simple, et elle en fut presque bouleversée. Ils ont travaillé jusqu'à ce que la lumière devienne complètement dorée, puis commence à grisonner. À ce moment-là, elle avait étayé le mur sud, réparé 3 des sections de toit avec du papier goudronné et installé un cadre rudimentaire sur ce qui avait été autrefois la porte d'entrée, qui pourrait tenir une toile qu'elle n'avait pas encore, mais qu'elle allait acheter demain. Caleb a rangé ses outils. Il a sorti une petite trousse de sa sacoche de sel, quelque part en cours de route, assez discrètement pour qu'elle l'ait à peine remarqué, et s'est tenu dans la cour avec son cheval. « Vous avez besoin d'eau, dit-il. Il y a un puits sur ma propriété que vous pouvez utiliser jusqu'à ce que vous nettoyiez celui du côté est de la cour. Il est probablement juste envasé, pas à sec, mais vous ne le saurez pas avant de l'avoir creusé. Et pour l'instant, vous avez assez à faire. Je ne veux pas vous déranger, vous ne me dérangerez pas. » Elle le regarda. « Pourquoi êtes-vous gentil avec moi? » Il n'a pas semblé décontenancé par la question. Il a enfilé ses gants de cavalier lentement, en lissant chaque doigt. « Parce que quelqu'un doit bien l'être, dit-il finalement. Et parce que cette terre mérite mieux que ce que Holloway en a laissé. Il est monté à cheval. L'offre pour le puits tient toujours, dit-il. Mon employé de ranch, Eli, sera à la clôture au lever du soleil. Il vous y conduira. » Puis il est parti vers le nord. Maggie est restée dans la cour un long moment après que le bruit des sabots se soit estompé. Elle a regardé le mur qu'elle avait étayé, le papier goudronné sur les sections de toit, la pierre plate qu'elle avait déplacée et non remise en place parce que c'était un meilleur endroit pour se tenir que le sol. Elle avait fait ça, la plupart avec de l'aide vers la fin, mais la plupart. Elle est entrée. À l'intérieur de la pièce est encore debout, à peine plus grande qu'un placard généreux, et elle s'est assise par terre, le dos contre le mur, et a déballé sa main dans la quasi-obscurité. La coupure était irrégulière, mais pas profonde. Elle a remis le tissu dessus et l'a maintenu en place. Elle n'a pas pleuré. Elle avait pensé qu'elle pourrait le faire une fois le calme et l'obscurité revenus, et qu'il n'y avait plus rien à faire avec ses mains. Mais elle a découvert qu'elle n'en avait pas envie. Elle était fatiguée d'une manière qui lui pénétrait jusqu'aux os. Le genre de fatigue qui vient du travail qu'on a choisi.
Et ce n'était pas la même chose que l'autre genre. Elle a sorti la lettre de la poche de son tablier. Elle l'a tenue dans le noir un moment, puis elle l'a posée par terre à côté d'elle. Je me suis trouvé une file du coin qui convient mieux au travail. Elle a pensé à la poutre qu'elle avait mise en position avant l'arrivée de Caleb Turner. Elle a pensé au clou qu'elle avait enfoncé proprement. Elle a pensé au mur sud qui tenait maintenant parce qu'elle avait appris, en l'espace d'un après-midi, comment étayer une poutre centrale pour éviter l'effondrement. Elle a pensé à Marcus Holloway, quelque part à Calderfield, avec sa file du coin qui convenait mieux au travail. Elle a ramassé la lettre. Elle l'a pliée une fois de plus, très précisément, en un petit carré serré, et elle l'a glissée derrière la planche large près du sol. Non pas parce qu'elle la voulait près d'elle, mais parce qu'elle voulait la mettre quelque part où elle pourrait la retrouver. Elle avait le sentiment qu'elle aurait besoin de la regarder les jours où elle oublierait ce qu'elle prouvait et à qui. Elle a ramené ses genoux contre sa poitrine, a enlacé ses bras autour d'eux et a fermé les yeux. Demain, elle irait au puits. Demain, elle achèterait de la toile pour la porte. Demain, elle s'occuperait du coin net du toit, qui avait un point faible qu'elle avait remarqué mais n'avait pas encore touché. Mais ce soir, elle était toujours là, dans une propriété qui n'était pas réparée. Dans une ville qui avait déjà décidé quoi penser d'elle, sur une terre qu'elle ne possédait pas et qu'elle n'était pas sûre d'avoir le droit de revendiquer. Toujours là, elle s'est endormie le dos contre le seul mur qu'elle n'avait pas encore construit elle-même. Et pour la première fois en 1500 miles, elle n'a pas du tout rêvé de Marcus Holloway. Elle s'est réveillée avant le lever du soleil au son de quelque chose, un craquement, sec et bref, venant de la direction du mur sud. Elle était sur ses pieds avant d'être complètement réveillée, le cœur battant, une main appuyée sur le mur pour garder l'équilibre. Elle laisse rester immobile et a écouté. Un autre craquement, plus petit cette fois. Elle est sortie. La poutre centrale qu'elle avait étayée la veille y avait bougé. Pas effondré. L'été tenait bon. Mais l'un des clous de support s'était desserré avec le changement de température de la nuit et la poutre penchait vers la gauche, à gauche, à un angle qui allait s'aggraver avant de s'améliorer. Elle est restée là, dans la grisaille de l'aube, pieds nus, les cheveux défaits, regardant la chose qu'elle pensait d'avoir réparée. « Très bien, dit-elle. » Elle est rentrée et a pris son marteau. Elle a remis le clou en place dans le noir, ses mains trouvant le bon endroit où toucher, et le marteau s'enfonçant doucement et lentement pour ne pas déloger autre chose. Au moment où la première lumière a commencé à colorer le ciel à l'est, la poutre était de nouveau droite. Elle a regardé ses mains. La coupure sur la paume droite s'était ouverte et elle les sentait chaudes et insistantes. Les deux paumes étaient rugueuses, avec de nouvelles callosités se formant sur la douceur ancienne. Un mois plus tôt, elle était à Springfield, dans l'Illinois, dans la petite chambre au-dessus de la maison de sa cousine Rachel, écrivant des lettres soignées à un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. Son écriture avait été jolie à l'époque, nette et penchée, comme le lui avait montré l'institutrice. Elle a regardé ses mains maintenant. Elles n'étaient pas jolies. Elles étaient inutiles. Cela lui semblait, dans la lumière grise d'un matin d'été au Texas, un échange avec lequel elle pouvait vivre. Elle les regardait encore quand elle a entendu des pas sur la route. Pas un cheval, juste des bottes, sans hâte, venant du nord. Elle n'a pas bougé, ne s'est pas cachée, est juste restée dans la cour et a regardé la silhouette se dessiner dans la grisaille. Il était jeune, peut-être 20 ans, avec un bandana rouge autour du cou et une démarche qui disait qu'il était debout depuis avant l'aube, lui aussi. « Vous êtes Maggie Foster ?» a-t-il appelé quand il a été assez proche pour ne pas avoir à crier. « Oui, je suis Eli. C'est M. Turner qui m'envoie. » Il s'est arrêté au bord de la cour. Il a regardé le mur. Il a regardé les sections de toit avec leur nouveau papier goudronné. Il l'a regardé. « Vous avez fait tout ça depuis hier? » La plupart hier. La poutre centrale à l'instant. Eli a regardé la poutre. Cette poutre centrale a bougé. En effet, ça arrive sur ces vieilles constructions quand la température baisse pendant la nuit. Le bois se contracte. Il l'a regardé un instant de plus. « Vous l'avez déjà réparé, oui. » Il est resté silencieux un instant. Puis il a levé la main et a touché le bord de son chapeau, le même geste que Caleb avait fait la veille au soir. Et elle a décidé que ce devait être quelque chose qu'ils apprenaient ici, une petite courtoisie, et a dit « Eh bien, quand vous serez prête, madame,
Je vous accompagnerai au puits. Maggie a regardé la propriété derrière elle, le mur, la poutre, le papier goudronné qui captait les premiers reflets dorés du soleil matinal. Je suis prête maintenant, dit-elle, et elle le suivit vers le nord. Eli n'a pas beaucoup parlé pendant la marche vers le nord, ce qui convenait parfaitement à Maggie. Elle était occupée à cataloguer ce dont elle avait besoin. De la toile pour la porte, plus de clous, quelque chose à manger qui ne soit pas du porc salé, et si Dieu était bon, un moyen d'avoir de l'eau à moins de 2 miles sans avoir à la mendier. Elle n'était pas contre le fait de demander de l'aide, elle avait appris cela la veille. Mais il y avait une différence entre demander et dépendre, et elle avait l'intention de rester du bon côté de cette ligne. Le puits sur la propriété de Caleb Turner était bon et profond, avec une manivelle solide et un seau propre. Elle a tiré 3 seaux avant qu'Ellie ne l'arrête. Monsieur Turner a dit de vous donner la gourde de réchange et le joug de transport, dit-il, pour le portage. C'est généreux. Il s'est douté que vous diriez ça. Eli a tendu le joug, 2 seaux suspendus à une barre de bois pour les épaules, du genre de celles qu'elle avait vues portées par des femmes dans des illustrations de l'Orient. Gwen n'en avait jamais utilisé. Elle l'a regardé un moment, puis l'a pris, l'a posé sur ses épaules et a ajusté l'équilibre jusqu'à ce que les seaux pendant de manière égale. « Votre père était fermier ?» demanda Eli. « Il l'était, je m'en doutais. » Il la regarda ajuster le joug avec quelque chose qui n'était pas encore tout à fait du respect, mais qui s'en approchait. La plupart des femmes de la ville, elles porteraient chaque seau séparément et en renverseraient la moitié avant d'arriver à la route. La plupart des femmes de la ville n'ont pas grandi en transportant des sacs de grains, dit-elle. Elle a rempli les seaux et est retournée vers le sud sans renverser une goutte. Elle sentait le poids dans ses épaules et le bas de son dos au moment où elle a atteint la propriété, une traction profonde et lancinante qui, elle le savait, deviendrait une douleur aiguë à la tombée de la nuit. Elle n'a pas ralenti. Elle avait 4 heures de bonne lumière matinale avant que la chaleur de juillet ne devienne sérieuse. Et elle n'allait pas les gaspiller à rester là, à sentir les endroits où elle avait mal. Elle était sur le toit, ou aussi près qu'elle pouvait l'être, en équilibre sur la pile de planches qu'elle avait transformée en plateforme rudimentaire, quand elle a entendu le chariot. Elle n'a pas baissé les yeux tout de suite. Elle était en train de s'occuper d'un clou particulièrement tenace qui n'arrêtait pas de se mettre de travers dans le bois tendre. Et si elle perdait son rythme, elle perdrait le clou complètement, et elle n'en avait qu'un nombre limité. Elle l'a enfoncé 3 fois de plus, l'a senti se fixer, puis s'est redressée et a regardé. Le chariot s'était arrêté au bord de la cour. 2 femmes étaient assises sur le banc, les 2 mêmes du magasin général. Elle en était presque certaine, bien qu'elles aient l'air différentes en plein air que dans la pénombre de la boutique. Celle qui tenait les rênes était elle-même corpulente, la quarantaine avancée, avec une expression sur le visage qui s'efforçait d'être agréable. L'autre était mince, le visage anguleux, et ne faisait pas autant d'efforts. Mademoiselle Foster appela la plus corpulente. « C'est moi. Nous sommes de la Société d'aide aux dames. Je suis Dora Hatch. Voici Vera Plum. Nous vous avons apporté quelques affaires. » Elle a désigné le plateau du chariot, qui contenait un panier couvert et ce qui ressemblait à une couverture pliée. Des provisions de bienvenue, comme nous les appelons, pour les nouveaux arrivants. Maggie est descendue de sa plateforme. Elle s'est essuyé les mains sur sa robe et s'est approchée du chariot. « C'est gentil à vous, dit-elle. »« De rien. » Dora est descendue avec l'aisance d'une femme qui l'avait fait 10 000 fois et a tendu le panier à Maggie. Du pain de maïs, un pot de haricots, des tranches de pommes séchées. Rien d'extraordinaire. C'est largement suffisant. Maggie a posé le panier sur la pierre plate. « Merci. » Vera Plum n'était pas descendue. Elle regardait la section de toit avec le papier goudronné, le mur sud-étayé, le joug de transport appuyé contre le poteau de clôture. Son expression était de ce genre particulier que les gens prennent pour de l'inquiétude, mais qui n'est en fait que du jugement qui se faisait passer pour de l'inquiétude. « Vous avez été bien occupé, dit Vera. »« Oui, toute seule. » Maggie leva les yeux vers elle. « En grande partie. On a vu Caleb Turner ici hier soir, dit Vera, juste comme ça, comme une observation météorologique. » Maggie a pris le pot de pain de maïs et a regardé Vera Plum droit dans les yeux. « Il m'a aidé à étayer une poutre. J'y serais arrivée toute seule, mais 2 paires de mains vont plus vite qu'une. »« Bien sûr, dit Vera en souriant,
Du genre de sourire qui a des dents. Je le mentionne seulement parce que, eh bien, c'est une petite ville, mademoiselle Foster. Les gens remarquent les choses. Les gens peuvent en remarquer ce qu'ils veulent, dit Maggie. Moi, je remarque que j'ai encore 3 sections de toit à goudronner avant la chaleur de l'après-midi, alors si vous voulez bien m'excuser. Dora Hatch a émis un petit son. C'était peut-être un rire étouffé. Elle laisse remonter sur le banc du chariot et a pris les rênes. Si vous avez besoin de quoi que ce soit de la ville, mademoiselle Foster, venez me trouver à la chapellerie. J'y suis la plupart des matins. J'apprécie madame Hatch. Dora, dit la femme, et elle a fait claquer la langue pour le cheval et a fait demi-tour avec le chariot. Vera Plum a regardé en arrière une fois alors qu'elle s'éloignait. Maggie était déjà en train de remonter sur sa plateforme. Les haricots étaient bons. Elle les a mangés froids, directement du pot, debout dans la cour à midi, quand la chaleur l'a forcée à descendre du toit. Elle a aussi mangé le pain de maïs et 2 poignées de tranches de pommes séchées et a bu 2 grandes tasses d'eau de la gourde qu'elle avait remplie ce matin-là. Elle avait plus faim qu'elle ne l'avait réalisé. Son corps brûlait tout ce qu'elle lui donnait et en demandait plus. Et elle a noté qu'elle devait acheter de la farine et du sel et trouver comment rendre fonctionnel le poêle de cuisine en ruine dans la pièce, et avant de manquer de choses qu'elle n'avait pas à cuisiner elle-même. Elle pensait au poêle de cuisine quand elle a de nouveau entendu le cheval. Pas Caleb Turner, cette voix. Elle avait déjà appris le son de son cheval, un grand alezan avec une foulée arrière légèrement inégale. C'était quelque chose de plus rapide, de plus léger, et il s'est arrêté net au bord de sa cour, soulevant de la poussière. L'homme qui est descendu n'était personne qu'elle avait déjà vu. Il avait peut-être 40 ans, une large poitrine et un visage qui aurait pu être beau autrefois, avant que quelque chose de méchant ne s'y installe. Il était mieux habillé qu'un employé de ranch, mais pas aussi bien qu'un banquier, et il portait son chapeau assez bas pour qu'elle doive lever les yeux pour voir son regard. « Vous êtes Maggie Foster », dit-il, non pas une salutation, mais une exigence. « Oui, vous êtes sur la terre des Holloway. » Elle a gardé une voix égale. « Je suis sur une terre pour laquelle j'ai parcouru 1500 miles. Si Marcus Holloway a une objection légale à ma présence, je serai heureuse d'en discuter directement avec lui. » L'homme a souri, un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. Marcus ne discute pas les choses directement. Il paye des gens pour le faire. Il a regardé le travail qu'elle avait fait, lentement, délibérément, comme s'il comptait les heures qu'elle y avait passées et calculait quelque chose. « Je m'appelle Roy Decker. Je m'occupe de certains arrangements commerciaux pour M. Holloway. Quel genre d'arrangement commercial vous amène dans ma cour, M. Decker? »« Correction, dit-il. La cour de Holloway, et il aimerait la récupérer. La chaleur pesait sur eux deux. » Maggie n'a pas bougé. La lettre de M. Holloway disait « Ne venez pas, dit-elle. » Elle ne disait rien sur la propriété. L'accord que nous avons conclu concernait le droit d'usage de la terre et les droits de concession en échange de « Cet accord, dit Decker, est nul du fait que vous n'êtes pas une épouse. »« Cet accord, dit Maggie, a été fait par écrit. J'ai mes copies. » Decker la regarda un long moment. Elle pouvait le voir recalibrer quelque chose derrière ses yeux. Il était devenu en s'attendant à une femme qui plierait, et elle ne pliait pas, et cela ne correspondait pas à ses calculs. « Vous avez 2 semaines, dit-il finalement. Ensuite, je reviens avec une ordonnance du tribunal. » Il est remonté sur son cheval. « Monsieur Decker, l'appela-t-elle. Il s'arrêta. « Dites à Marcus Holloway que je lui dis bonjour. » Elle a ramassé son marteau. « Et dites-lui que son toit est en meilleur état qu'il ne l'a laissé. » Decker est parti vers l'est sans répondre. Maggie est restée dans la cour jusqu'à ce qu'il soit hors de vue. Puis elle s'est assise sur la pierre plate, très prudemment, et a pressé ses 2 paumes à plat contre ses cuisses, parce que ses mains tremblaient, et elle s'éclaircit la gorge. Elle ne voulait pas qu'elle le fasse. 2 semaines. Elle avait 2 semaines avant une ordonnance du tribunal, et il lui restait 41 $. Et elle avait un marteau, un pot de haricots empruntés, et une lettre dans la poche de son tablier, qui disait en 23 mots ce qu'elle valait. Elle laisse rester assise là pendant exactement 60 secondes. Elle les a comptés. Puis, elle s'est levée, a ramassé le marteau et est retournée au travail. Elle remplaçait la dernière planche fissurée du mur sud quand Caleb Turner est arrivé. Elle l'a entendu venir cette fois et n'a pas levé les yeux avant d'avoir fini le clou. « Roy Decker est passé, dit-elle. Je sais, il est descendu de cheval. Eli l'a vu sur la route. Je suis venu directement d'ici. » Elle est descendue de la plateforme et l'a regardé.
Sa mâchoire était serrée d'une manière qu'elle commençait à comprendre comme signifiant qu'il était en colère, mais choisissait ses mots. Il a dit 2 semaines, dit-elle. Marcus veut récupérer la terre. Marcus Holloway n'a pas le droit légal de vous expulser de cette propriété, dit Caleb, d'un ton plat et certain. L'accord de concession que vous avez signé incluait une clause de résidence. Vous êtes une résidente, vous avez amélioré la propriété. La loi le permet. Je n'ai pas d'avocat. Mon ami James Aldridge en est un. Il exerce à Calderfield. Il a regardé le mur sud, le toit en papier goudronné, le jug toujours appuyé sur le poteau de clôture. Quelque chose a traversé son expression, qu'il a gardé sous contrôle. C'est un homme juste. Il examinera vos papiers et vous dira ce que vous avez. Je ne peux pas le payer beaucoup. Il s'arrangera avec vous. Elle a étudié le visage de Caleb Turner. Pourquoi faites-vous ça? Je vous l'ai déjà dit. Vous m'avez dit que quelqu'un devait bien être gentil. Ce n'est pas une réponse complète. Il est resté silencieux un instant. Marcus Holloway n'est pas un homme bon, dit-il finalement. Il a fait des choses dans ce comté qui auraient dû le conduire au tribunal il y a des années. Personne ne lui a jamais tenu tête. Il la regarda directement. Et vous, vous lui tenez tête. Je répare un toit, dit-elle. Ici, parfois, c'est la même chose. Elle a rencontré James Aldridge le lendemain matin. Il n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Elle avait imaginé quelqu'un aux cheveux d'argent et formel, le genre d'avocat qui vous fait sentir comme un enfant dans le bureau du directeur. Au lieu de cela, il était jeune, peut-être 28 ans, avec des taches d'encre sur les doigts et un bureau encombré qui suggérait qu'il avait plus de travail que d'heures et que cela lui convenait. Il a lu ses papiers sans parler. Elle était assise en face de lui et ne bougeait pas, même si elle en avait envie. Après 4 minutes, il a posé les papiers et a levé les yeux vers elle. « L'accord est valide, dit-il. La clause de résidence s'applique. Marcus Holloway ne peut pas légalement vous expulser sans une audience civile complète. Et pour obtenir cette audience, il devrait déposer une plainte. Et déposer une plainte signifie que cela entre dans les archives. Et Marcus ne veut pas que les choses entrent dans les archives. Pourquoi pas? Aldridge la regarda comme on regarde quelqu'un dont on décide s'il faut lui faire confiance. Puis il a pris son stylo et l'a fait tourner entre ses doigts. Parce qu'il y a des questions sur la façon dont Marcus Holloway est entré en possession de cette terre en premier lieu, dit-il prudemment. Des questions que certaines personnes dans ce comté ont été très prudentes de ne pas poser trop fort. Maggie sentit quelque chose de froid la traverser, même dans la chaleur de juillet. Quel genre de questions? Le genre qui pourrait se compliquer si quelqu'un avec un statut légal décidait de commencer à les poser. Il a tapoté ses papiers. Quelqu'un comme une femme avec un accord de concession valide qui a déjà pris résidence et fait des améliorations documentées. Elle le regarda fixement. Êtes-vous en train de me dire que cette propriété pourrait ne pas être à lui, à donner ou à reprendre? Je vous dis, dit Aldridge, que votre situation est plus intéressante qu'un simple litige d'épouse par correspondance et conduite. Il a posé le stylo. Je vais devoir consulter des archives. Cela me prendra quelques jours. En attendant, vous restez sur cette propriété, vous continuez à l'améliorer et vous documentez tout. Documentez comment? Il a sorti un petit carnet de son tiroir et l'a fait glisser sur le bureau. Notez tout ce que vous faites, les dates, les heures, ce que vous avez construit ou réparé, les témoins si vous en avez. Il a fait une pause. Eli du ranch de Turner. Il était là le premier matin. Bien, je lui parlerai. Aldridge s'est levé et lui a tendu la main. Ne laissez plus Decker sur la propriété. Mademoiselle Foster, vous avez le droit légal de refuser l'entrée jusqu'à ce qu'il y ait une ordonnance du tribunal en main. Et pour l'instant, il n'y en a pas. Elle lui a serré la main. Quels sont vos honoraires? Il a de nouveau regardé ses papiers, puis elle. Parlons-en quand nous saurons à quoi nous avons affaire, dit-il. Quelque chose me dit que cette affaire pourrait payer d'une manière qui n'est pas strictement financière. Elle est sortie du bureau d'Aldridge en plein soleil de midi et s'est tenue sur le trottoir en bois un moment, laissant la chaleur l'envelopper. 2 jours plus tôt, elle se tenait dans une cour en ruine avec une lettre dans sa poche, 47 $ et rien d'autre que de l'entêtement pour continuer à avancer. Maintenant, elle avait un avocat, un argument juridique et quelque chose qu'Aldridge avait appelé un statut intéressant, ce qui semblait sec et formel, mais qui résonnait dans sa poitrine comme le silex qui frappe l'acier.
Elle était presque au bout de la rue principale quand elle a entendu son nom. Pas son nom complet, juste Maggie, dit avec le ton spécifique de quelqu'un qui pense vous connaître parce qu'il a parlé de vous. Elle s'est retournée. La femme qui se tenait devant la boutique de la couturière était jeune, début de la vingtaine, jolie d'une manière douce et incertaine, avec des cheveux clairs et les mains jointes devant elle, comme si elle ne savait pas si elle devait courir vers Maggie ou s'enfuir. Elle portait une robe plus belle que la plupart des femmes de cette rue et une bague à la main gauche qui captait le soleil. Maggie a su qui elle était avant même que la femme n'ouvre la bouche. Vous êtes elle, dit Maggie doucement. La fille de Marcus. La femme a tressailli. Je m'appelle Clara. Clara Moss. Clara Holloway maintenant. Elle a dégluti. Je veux que vous sachiez que je ne lui ai pas demandé de vous faire venir pour ensuite changer d'avis. Je ne savais pas pour vous avant que nous soyons déjà. Elle s'est arrêtée. Il ne m'a pas dit que quelqu'un venait. Non, dit Maggie. Je suppose que non. Clara a regardé ses mains. Je suis désolée, dit-elle. Je sais que ce n'est pas suffisant. Maggie a regardé cette jeune femme qui avait épousé Marcus Holloway et se tenait là dans une robe un peu trop belle, les mains un peu trop serrées et les yeux qui n'avaient pas l'air tout à fait justes pour quelqu'un d'heureux. Et elle a ressenti quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à ressentir, qui n'était pas de la colère. « Clara, dit-elle prudemment, est-il bon avec vous? » Clara a levé les yeux rapidement. « Parce que s'il ne l'est pas, dit Maggie, vous pouvez le dire. Vous n'êtes pas obligé de... » Clara la fixa un long moment. Quelque chose a traversé son visage. Quelque chose qui venait d'un endroit profond, puis qui a été repoussé, contrôlé, lissé avec l'habileté particulière de quelqu'un qui s'y était exercé. « Il subvient bien à mes besoins, dit-elle, ce qui n'était pas une réponse. Maggie a soutenu son regard un instant de plus. « James Aldridge, dit-elle. C'est l'avocat à l'extrémité de la rue principale. Sa porte est toujours ouverte. » Elle a fait une pause. Pour quiconque pourrait en avoir besoin. Elle s'est retournée et s'est dirigée vers la quincaillerie. Derrière elle, elle n'a rien entendu. Pas de pas s'éloignant, juste le silence, la chaleur qui pesait et le son de ses propres bottes sur les planches sèches. Elle n'a pas regardé en arrière, mais elle a légèrement ralenti son allure et a écouté. Et du silence derrière elle, après un long moment, est venu le petit son décisif d'une porte qui s'ouvre. Pas la porte de la couturière, l'autre. Maggie Foster a continué son chemin et les coins de sa bouche ont fait quelque chose de petit et de discret que personne n'était là pour voir. Elle avait des clous à acheter. Elle avait un toit à finir. Elle avait un carnet à commencer à remplir, avec des dates, des heures et des noms de témoins. Chaque planche qu'elle avait posée et chaque clou qu'elle avait enfoncé. La preuve d'une vie en construction. Et derrière elle, quelque part dans le bureau encombré de James Aldridge, autre chose commençait. Elle ne savait pas encore ce que c'était. Elle ne pouvait que le sentir. De la même manière qu'on sent un changement dans l'air avant que le temps ne tourne, la pression qui change, quelque chose qui se rassemble, cette immobilité particulière qui précède le moment où le ciel décide de ce qu'il va faire. Elle a acheté ses clous. Elle est retournée vers l'ouest. Elle avait 2 semaines et elle avait l'intention d'utiliser chaque jour. Elle a rempli le carnet rapidement. Mais à la fin de la première semaine, elle avait 14 pages dans le petit livre de James Aldridge. Dates, heures, matériaux, noms, chaque planche qu'elle avait posée, chaque clou qu'elle avait enfoncé, chaque conversation qu'elle avait eue et qui pourrait avoir de l'importance plus tard. Elle écrivait le soir, assise par terre dans la pièce est, le dos contre le mur et sa lanterne baissée pour économiser l'huile. Son écriture était moins jolie qu'auparavant, car sa main droite avait maintenant une nouvelle callosité qui changeait la façon dont elle tenait le stylo. Cela ne la dérangeait pas. Des mains utiles, se rappelait-elle. C'était l'échange qu'elle avait fait. Elle y passait la plupart des matins maintenant, non pas parce que Caleb l'envoyait, mais parce qu'il semblait trouver des raisons d'être sur ce tronçon particulier de la clôture juste au lever du soleil. Il ne restait jamais longtemps et n'en faisait jamais toute une histoire. Il touchait simplement son chapeau, aidait pour tout ce qui nécessitait 2 personnes et partait avant qu'elle ne puisse se sentir redevable. Elle ajoutait son nom au carnet à chaque fois. Le 8e jour, Dora Hatch était venue seule et a apporté du pain et quelque chose que Maggie n'attendait pas. 2 femmes du bord de la ville qui se sont présentées comme Nell et Ruth. Des sœurs, toutes 2 veuves,
toutes deux avec une efficacité de mouvement particulière qui vient du fait d'avoir fait un travail dur pendant longtemps sans que personne ne le remarque. Elles sont arrivées avec Dora et ne se sont pas expliquées, ont juste regardé la propriété et ont commencé à travailler. Nell a raccroché la porte sur de nouvelles charnières qu'elle avait apportées elle-même. Ruth a rendu le poêle de cuisine fonctionnel en moins de 2 heures, en faisant quelque chose avec le conduit que Maggie avait renoncé à comprendre 3 jours plus tôt. Comment saviez-vous ce qui n'allait pas avec le conduit? Demanda Maggie. Ruth haussa les épaules. J'ai enterré 2 maris et cuisiné pendant 12 ans sur un mauvais poêle, dit-elle. On apprend ou on meurt de faim. Maggie a ri. Cela l'a surprise, le son soudain et réel dans l'air chaud. Elle n'avait pas ri depuis si longtemps que la sensation était presque étrangère. Dora a regardé depuis le seuil de la porte avec une expression qui n'était pas tout à fait un sourire, mais qui était quelque chose de plus chaleureux. Nous avons entendu parler de Decker, dit-elle doucement. La moitié de cette ville a eu des démêlés avec Roy Decker et, par extension, avec Marcus Holloway. Et personne n'a rien dit? Demanda Maggie. Dire quelque chose coûte de l'argent, dit Nell de derrière la porte, vissant une charnière d'une main experte. Les avocats coûtent de l'argent, les tribunaux coûtent de l'argent, et Holloway possède 3 des 7 hommes qui siègent au conseil du comté. Maggie a regardé Dora. James Aldridge n'appartient à personne, dit Dora. C'est pourquoi Holloway ne l'a jamais aimé. Elle a fait une pause. Et c'est pourquoi nous l'aimons. Le 9e jour, Aldridge a fait savoir par Eli qu'il devait l'avoir. Sa note disait « urgent » et le soulignait 2 fois, ce qui, de la part d'un homme qui semblait constitutionnellement opposé au drame, lui en disait plus que le mot lui-même. Elle s'est rendue en ville dans la chaleur du matin et l'a trouvé debout quand elle a franchi la porte. Des papiers étaient étalés sur toutes les surfaces, 2 piles supplémentaires sur la chaise où elle s'asseyait habituellement. Il les a déplacés sans s'excuser et lui a fait signe de s'asseoir. « J'ai consulté les registres fonciers, dit-il. Ils bougeaient comme les gens qui ont veillé la majeure partie de la nuit et fonctionnent avec quelque chose de plus tendu et électrique que le sommeil. Le titre de propriété original de cette concession remonte à 1859. Il a été accordé en vertu d'une disposition fédérale sur les concessions à un homme nommé Edward Marsh, et Marcus Holloway le lui a acheté. C'est ce que disent les registres du comté. Aldridge s'est assis en face d'elle, sauf qu'Edward Marsh est mort en 1861 et sa veuve, une femme nommée Sarah Marsh, n'a signé aucun document de transfert dans ce comté ni dans aucun comté adjacent. J'en ai vérifié 4. Maggie s'est immobilisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dit Aldridge, que la chaîne de titres de cette propriété est un trou assez grand pour y faire passer un troupeau de bétail, et ça veut dire que Marcus Holloway ne possède peut-être pas légalement ce qu'il essaye de vous reprendre. La pièce était très silencieuse. Alors, à qui appartient-elle? Dit Maggie. Cela dépend si Sarah Marsh ou l'un de ses héritiers peut être localisé, et cela dépend si le comté est disposé à examiner une irrégularité de titre vieille de 20 ans. Il la regarda fixement. Cela dépend aussi de la mesure dans laquelle certaines personnes veulent que cet examen n'ait pas lieu. Holloway, dit-elle, et les hommes avec qui il est à l'aise au conseil du comté. Aldridge se pencha en avant. Mademoiselle Foster, je veux être clair avec vous sur ce que cela signifie. Ce n'est plus un simple litige de propriétaire. Si nous portons cela à une audience en bonne et due forme, nous accusons essentiellement Marcus Holloway de détenir une propriété sous un titre frauduleux. C'est une accusation grave. Elle vous fera des ennemis sérieux. Maggie a pensé au visage de Roy Decker quand elle lui a dit de prendre son délai de 2 semaines et de partir. Au calcul derrière ses yeux, au sentiment qu'elle avait eu même alors que cela concernait plus qu'une femme éconduite et une propriété en ruine. Ça n'a jamais été simple, dit-elle. De quoi avez-vous besoin de ma part? Il n'a pas hésité. Votre résidence continue sur la propriété, vos améliorations documentées et votre volonté de témoigner lors d'une audience civile si cela s'avère nécessaire. Les 3, vous les avez, dit-elle. De quoi avez-vous besoin que vous n'avez pas déjà? Aldridge a pris son stylo. Un témoin de l'état initial de la propriété à votre arrivée, dit-il. Quelqu'un qui peut témoigner de son apparence avant que vous n'y touchiez. Eli l'a vu le 2e matin. J'ai parlé à Eli, il est d'accord. Il a fait une pause. Mais un 2e témoin serait plus fort. Quelqu'un qui a une position dans ce comté. Quelqu'un dont la parole a du poids.
Ils se sont regardés. Caleb Turner, dit Maggie. Il était là le premier soir. Il l'était. Elle a retourné la pensée dans son esprit. Il devra comprendre dans quoi il s'engage. Si Holloway a des amis au conseil du comté, Caleb Turner et Marcus Holloway ont un passé, dit Aldridge. Je le laisserai vous en parler s'il le souhaite, mais je ne crois pas qu'il hésitera. Il a croisé son regard. Lui demanderez-vous? Elle le lui a demandé ce soir-là. Il était passé à la propriété. Elle commençait à comprendre qu'il se faisait un devoir de parcourir cette clôture en fin de journée, bien qu'elle ne lui en ait pas fait la remarque, et elle a attendu qu'il l'ait aidé à mettre en place le dernier des nouveaux cadres de fenêtres avant de lui dire ce qu'Aldridge avait trouvé. Il a écouté sans l'interrompre. Sa mâchoire a fait ce qu'elle faisait quand il était en colère, se tendant le long de sa ligne. Et elle a regardé cela se produire, a tenu bon et a continué à parler jusqu'à ce qu'elle ait tout dit. Quand elle a fini, il est resté silencieux un long moment. Edward Marsh, dit-il, vous le connaissiez? J'ai connu son fils, Thomas Marsh. Nous avons fait une transhumance ensemble en 74. Il a regardé la limite de la propriété. Rien de spécifique. Quelque chose que Maggie a compris être un souvenir. Thomas m'a dit un jour que sa mère avait perdu leur terre d'une manière ou d'une autre après la mort de son père. Il n'a jamais su exactement comment. Il a pensé que c'était à cause de dettes. Sa voix est devenue plus plate et plus froide que d'habitude. Ce n'était pas des dettes. Maggie a senti le froid la traverser à nouveau, comme dans le bureau d'Aldridge. « Où est Thomas Marsh maintenant? » demanda-t-elle. « Aux dernières nouvelles, à l'est du Nouveau-Mexique. Il gère une petite exploitation là-bas. Il s'est retourné vers elle. Il devrait savoir ça. Aldridge peut envoyer un message, mais j'avais besoin de savoir. Caleb. Elle a utilisé son prénom sans y penser, et aucun d'eux n'a fait de remarque. J'ai besoin de savoir si vous témoignerez sur ce que vous avez vu en arrivant ici, l'état de la propriété, ce que j'avais déjà fait. Il la regarda un long moment. « Vous avez même besoin de demander, dit-il. « Je demande parce que ça vous coûtera. » Holloway a le bras long, moi aussi. Il a pris son chapeau sur le poteau de la clôture et l'a mis sur sa tête, ainsi que la moitié de ce comté qui en a assez de Marcus Holloway depuis près d'une décennie. Il la regarda directement. « Dites à Aldridge que je viendrai demain matin. » Il est parti vers le nord. Maggie est restée dans l'air frais du soir et a regardé ce qu'elle avait construit. Ce qu'ils avaient construit. Elle, Eli, Nell, Ruth, Dora Hatch et James Aldridge, avec ses doigts tachés d'encre, et a senti la chose dans sa poitrine qui avait commencé comme une étincelle froide il y a 8 jours faire quelque chose qu'elle n'avait pas fait auparavant. Elle se réchauffait. La tempête est arrivée le 10e jour. Elle l'a senti d'abord comme on sent les choses qui comptent, non pas avec ses yeux, mais avec l'air sur sa peau, un changement de basse pression dans ses oreilles et le silence particulier du peuplier qui s'immobilisait complètement. Elle était sur le toit quand ça a commencé, et elle est descendue rapidement, a couvert ses matériaux avec une toile qu'elle avait appris à garder pliée et prête, et elle attachait le dernier coin quand le ciel s'est déchaîné. Elle est rentrée juste avant que ça ne tourne vraiment mal, puis elle s'est tenue dans la pièce S et a écouté le déchaînement dehors. Elle a fait sans regarder que la section du mur sud qui l'avait inquiétée toute la semaine, celle avec un poteau d'angle qui n'était pas tout à fait droit, celle qu'elle avait repoussée parce qu'elle n'avait pas encore trouvé la bonne approche, prenait le pire de la tempête. Elle pouvait l'entendre, le gémissement et la flexion des planches qui travaillaient plus qu'elle n'aurait dû, le grincement de quelque chose qui approchait de sa limite. Elle est sortie quand même. La pluie était chaude et venait de côté, et elle a trempé sa robe en environ 30 secondes. Elle s'en fichait. Elle est allée au coin du mur sud, a posé ses mains sur le poteau et a senti ce que la tempête lui faisait, la façon dont il se tordait sous la pression du vent, et elle a compris immédiatement que si elle ne l'étayait pas dans les 10 prochaines minutes, elle allait perdre toute la section. Elle avait besoin de bois. Il lui restait 2 planches dans la pile de matériaux, couvertes par la toile, mais pas assez bien attachées. Et elle se battait contre le vent pour les récupérer quand elle a entendu le cheval. Caleb Turner a traversé la tempête à une vitesse franchement imprudente, et elle le lui aurait dit, sauf qu'elle était occupée. Il était descendu de cheval et à ses côtés avant qu'elle n'ait pleinement réalisé qu'il était là. « Le coin sud !» a-t-elle crié par-dessus le vent. « Je le vois. » Il a pris une extrémité de la planche sans qu'on le lui demande. « Tu as l'étail sous la toile, côté gauche. »
Ils ont lutté ensemble contre la tempête pendant les 20 minutes suivantes. Et ce fut la chose la plus difficile physiquement que Maggie ait faite de sa vie. Et elle avait fait des choses difficiles. Le vent n'arrêtait pas de prendre ce qu'elle essayait de tenir, et la pluie rendait chaque surface glissante, et ses bras brûlaient de l'effort pour maintenir les tailles stables pendant que Caleb enfonçait le clou de support. Elle est tombée une fois, a glissé sur l'argile humide, et est tombée lourdement sur son genou gauche, sentant l'impact résonner dans tout son corps. Et elle s'est relevée avant que Caleb ne puisse l'atteindre. Et elle n'a rien dit, et il n'a rien dit, et ils ont continué. Quand l'étail fut en place et solide, elle a appuyé son dos contre le mur et a respiré. Caleb se tenait à 3 pieds de là, trempé, regardant le poteau d'angle. « Ça tiendra, dit-il. Je sais. » Elle tremblait du froid de la pluie et de l'effort des 20 dernières minutes, et elle n'allait pas en faire le problème de quelqu'un d'autre. Je savais qu'il fallait le faire, je n'avais juste pas trouvé la bonne configuration d'étail, le support diagonal. Il lui a jeté un coup d'œil. C'est contre-intuitif sur les poteaux d'angle. La plupart des gens veulent aller à la verticale. Je n'arrêtais pas de penser à la verticale. Tu as trouvé la bonne réponse quand c'était important, dit-il. Elle le regarda. Il regardait le mur de la même manière qu'il la regardait parfois, comme s'il faisait le point sur quelque chose et revoyait son estimation précédente à la hausse. Elle n'était pas tout à fait sûre de quoi faire de ça. Alors elle a regardé le mur aussi. « Pourquoi êtes-vous venu ?» demanda-t-elle. « Dans cette tempête, je l'ai vu se former depuis la crête nord, dit-il. Je savais que ce coin était fragile. J'aurais réussi. Je sais que vous auriez réussi. Aucune hésitation, aucune réserve. Il l'a dit comme si c'était un fait qu'il avait vérifié et classé. Mais vous auriez réussi seul, et vous n'aviez pas à le faire. » La pluie a commencé à se calmer, juste assez pour qu'elle puisse entendre sans crier. « Caleb, dit-elle. Maggie. » Elle s'est retournée pour le regarder. Il la regardait déjà. « Thomas Marsh, dit-elle. Aldridge va envoyer un message au Nouveau-Mexique, mais ça prendra du temps. Et Decker revient dans 4 jours. Je sais. De quoi Holloway est-il capable? » Elle a posé la question sans détour. Pas de drame, car elle avait besoin de la vraie réponse. Et elle sentait qu'il était un homme qui donnait de vraies réponses, pas ce qu'il fera légalement. De quoi est-il capable en dehors de ça? Quelque chose a changé sur son visage, une nuance plus sombre. Il y a 2 ans, dit-il lentement, un homme nommé Pete Garver a tenté de déposer une plainte pour les droits d'eau contre l'exploitation nord de Holloway. Plainte légale, voies appropriées, tout dans les règles. Il a fait une pause. 3 semaines après avoir déposé sa plainte, sa grange a brûlé. Personne n'a rien prouvé. Maggie est restée silencieuse. Et Pete Garver a quitté le comté 6 mois plus tard et poursuivi Caleb. Il a vendu ce qui restait de sa propriété à un homme qui s'est avéré détenir le titre de propriété au nom de Marcus Holloway. Il la regarda fixement. Voilà de quoi il est capable. Elle a regardé sa propriété, le mur sud étayé, le papier goudronné sur le toit, assombri par la pluie mais tenant bon, la pièce est avec sa nouvelle porte bien droite sur les charnières de Nell, et le poêle de cuisine que Ruth avait réparé, et le cadre de fenêtre qu'elle et Caleb avaient posé 1 heure avant la tempête. Ses mains tremblaient à nouveau. Elle les a pressées à plat contre ses cuisses, comme elle l'avait fait après le départ de Decker 9 jours plus tôt. « Il peut essayer de la prendre, dit-elle finalement, mais il devra le faire en public, dans une salle d'audience, officiellement. » Caleb la regarda. « C'est exactement ce qu'il ne veut pas. Alors c'est exactement là que nous allons. » Elle a croisé son regard. « J'ai besoin que vous compreniez quelque chose. J'ai parcouru 1500 miles parce que je n'avais nulle part de mieux où aller. C'était vrai quand je suis arrivé ici. » Elle a fait une pause. « Ce n'est plus vrai. Je reste parce que c'est à moi. Parce que je l'ai construit. Parce qu'une certaine Sarah Marsh s'est fait escroquer. Et je ne laisserai pas cela se produire 2 fois sur le même sol. » Sa voix a tenu. Elle s'est assurée qu'elle tienne. « Si cela attire Holloway sur moi, alors qu'il en soit ainsi. On m'a déjà abattu. » Il est resté silencieux un moment. « Quand avez-vous cessé d'avoir peur? » demanda-t-il. Pas pour la défier, mais voulant vraiment savoir. Elle y a réfléchi. « Je n'ai pas l'arrêté, dit-elle. J'ai juste arrêté de la laisser conduire. » Ils étaient à l'intérieur de la pièce est, à l'abri des dernières gouttes de pluie, quand quelqu'un a frappé à la nouvelle porte.
Maggie et Caleb se sont tous deux immobilisés. 3 coups, pas le martèlement exigeant de Decker. Plus doux, presque incertain. Maggie a ouvert la porte. Clara Holloway se tenait sous la pluie, sa belle robe trempée, ses cheveux défaits et ses mains enroulées autour de quelque chose. Un petit paquet de papier serré contre sa poitrine, comme si elle avait peur qu'il ne s'envole. « Je suis allé voir M. Aldridge, » dit Clara. Sa voix était stable, de la manière dont les voix sont stables juste avant de se briser. « Le jour où vous me l'avez dit, j'y suis allé l'après-midi même. » Maggie s'est reculée de la porte sans un mot. Clara est entrée, à l'abri de la pluie. Elle a regardé Caleb Turner et quelque chose a traversé son visage. De la reconnaissance? Un calcul, une décision prise rapidement. « Monsieur Turner, » dit-elle. « Madame Holloway. » Sa voix était prudente. Clara a de nouveau regardé Maggie, puis elle a tendu les papiers. « Ceux-ci étaient dans le bureau de Marcus, » dit-elle. « Le tiroir du bas, derrière le faux fond. » Ses mains tremblaient, mais elle ne les a pas baissées. « Monsieur Aldridge a dit que vous auriez besoin des documents originaux, que les registres du conseil pourraient avoir été modifiés, mais que Marcus aurait gardé les originaux lui-même. » Elle a dégluti. Parce que c'est ce qu'il fait. Il garde des choses pour avoir une emprise sur les gens. Maggie a pris les papiers, elle les a regardés, ses mains se sont immobilisées. Le document du dessus était vieux, le papier jauni et fragile au pli. En haut, à l'encre passée mais lisible, se trouvaient les mots « Concession fédérale de propriété, Edward Marsh, 1859 ». Et en dessous, d'une autre écriture et d'une autre encre, se trouvaient les signatures sur un document de transfert, un transfert daté de 6 mois après la mort d'Edward Marsh, avec une signature en bas qui, elle s'éclaircit la gorge, n'était pas celle de Sarah Marsh. « Il a falsifié, » dit Maggie doucement. « Je pense que oui, » dit Clara. « Je ne connais pas la loi, mais je connais l'écriture de Marcus. Sa voix est devenue presque un murmure, et je sais ce qu'il fait quand il pense que personne ne regarde. » La pièce était très silencieuse, puis la tête de Caleb, basse et contrôlée. « Est-ce ce que Marcus sait que vous les avez pris? » Clara renifla et secoua la tête. « Il est à Abilene jusqu'à jeudi. J'ai jusqu'à ce moment-là. » Elle a regardé Maggie avec des yeux qui contenaient quelque chose de dur et de clair qui n'était pas là sur le trottoir 9 jours plus tôt. « Je veux partir, » dit-elle simplement. « Je vous le dis pour que vous compreniez pourquoi je fais ça. Pas parce que je suis courageuse, parce que je n'ai nulle part d'autre où aller non plus. » Maggie a soutenu le regard de Clara Holloway un long moment. Elle savait exactement ce que ça faisait. « Vous avez un endroit maintenant, » dit-elle. Elle a posé les papiers avec précaution sur la partie la plus sèche du sol, a enfilé son manteau et a regardé Caleb. « Nous devons les apporter à Aldridge ce soir, » dit-elle, « avant que les routes n'empirent et avant que Marcus Holloway ne revienne d'Abilene. » Caleb avait son chapeau sur la tête avant qu'elle n'ait fini sa phrase. « Je vais partir en éclaireur, » dit-il. « Amenez Clara. » Il est sorti sous la pluie sans un mot de plus. Maggie s'est tournée vers Clara, qui se tenait très immobile au centre de la pièce, avec l'immobilité particulière de quelqu'un qui vient de faire la chose la plus effrayante de sa vie et ne sait pas encore si cela en valait la peine. « Pouvez-vous marcher 2 miles? » demanda Maggie. Clara se redressa. « Je peux en marcher 20, dit-elle. Maggie a presque souri. « 2 suffiront, dit-elle. Venez. » Elle a ramassé les papiers, elle les a glissés à l'intérieur de son manteau, contre son corps, à l'abri de la pluie. Et Maggie Foster, la femme à qui Marcus Holloway avait envoyé 23 mots pour la rejeter, est sortie de sa propriété sous la tempête, la tête haute et les mains stables, et elle n'a pas regardé en arrière. Aldridge était encore réveillé quand Caleb est arrivé. La lampe de la fenêtre de son bureau était la seule lumière de la rue principale quand Maggie et Clara ont franchi la porte, trempées et essoufflées par la marche. Aldridge a jeté un coup d'œil au papier que Maggie a sorti de son manteau et s'est complètement immobilisé. De la manière dont un homme s'immobilise quand il voit quelque chose qu'il cherchait et ne croyait pas vraiment trouver. Il les a portés à son bureau. Il s'est assis. Il a lu chaque page sans parler, tournant chacune d'elles avec les mains prudentes de quelqu'un qui comprenait que le vieux papier ne pardonne pas les traitements brusques. Les 3 se sont tenus là et ont attendu. La pluie tapait à la fenêtre. La lampe faisait un bruit doux dans le silence. Après 6 minutes, Maggie a compté. Aldridge a posé les papiers et a levé les yeux.
Où avez-vous eu ça? Dit-il. Le bureau de Marcus, dit Clara. Le tiroir du bas. Il a un faux fond intégré. Sait-il qu'ils ont disparu? Il est à Abilene. Il ne rentrera pas avant jeudi. Aldridge a regardé Caleb. Quelque chose est passé entre eux. Rapide, sans mots. Le genre de communication qui se produit entre des hommes qui se connaissent depuis assez longtemps pour sauter les étapes intermédiaires. Jeudi nous donne 2 jours, dit Caleb. À peine. Aldridge a pris son stylo. Je dois déposer une injonction dès demain matin, avant que Decker ne soit au courant de tout ça. Avant que Holloway n'ait le temps de se préparer. Il a regardé Clara. Madame Holloway, j'ai besoin que vous compreniez ce que vous avez fait ce soir. Ces documents sont des preuves dans une affaire de fraude potentielle. Votre mari saura que vous les avez pris. La mâchoire de Clara s'est crispée. Je sais ce que j'ai fait. Il va être en colère. Je le sais aussi. Elle n'a pas bronché. Monsieur Aldridge, je vis dans la colère de Marcus Holloway depuis 8 mois. Je n'en ai pas peur à distance. Elle a fait une pause. Il ne peut pas blesser ce que j'ai déjà décidé. Aldridge la regarda un moment, puis il hocha la tête une fois. J'aurai besoin de votre déclaration sous serment ce soir, pendant que c'est frais. Il a regardé Maggie. Et la vôtre. Ils sont restés là jusqu'à plus de minuit. Elle laisse retourner à la propriété seule dans le noir. Oh, car Clara restait chez Dora Hatch. Aldridge l'avait arrangé en 2 phrases et un regard à Caleb qui disait « Assurez-vous qu'elle y arrive en toute sécurité. » Et Caleb avait hoché la tête et était parti. Et Maggie n'avait pas peur de la route sombre et ne voyait aucune raison de faire semblant. Elle a marché lentement et a beaucoup réfléchi. Jeudi, Holloway de retour jeudi, et il était maintenant techniquement mercredi aux premières heures. Aldridge déposerait l'injonction à 9 heures, à l'ouverture du palais de justice. Cela donnait à Decker, car les hommes de Holloway surveillaient tout dans cette ville. Elle le comprenait maintenant, peut-être 2 ou 3 heures avant que la nouvelle ne remonte. Peut-être moins. Elle a pensé à la grange que Pete Garver avait perdue. Elle a marché un peu plus vite. Quand elle est arrivée à la propriété, elle a d'abord vérifié le coin du mur sud. L'état y tenait. Le papier goudronné du toit avait fait son travail. La pièce était sèche, elle s'est tenue au milieu et a regardé ce qu'elle avait. Et ce qu'elle avait, c'était un bâtiment qui était une ruine 12 jours plus tôt et qui était maintenant, imparfaitement, obstinément et avec défi, un foyer. Elle s'est assise par terre, a ouvert le carnet et a écrit jusqu'à ce que sa main ait des crampes. Puis elle s'est allongée, a dormi 4 heures et s'est réveillée avec l'esprit déjà en mouvement. Aldridge a déposé la plainte à 9h03. À 9h40, Eli était à sa clôture, son chapeau à la main et une expression qui essayait de paraître calme sans y parvenir tout à fait. Decker était au palais de justice, dit-il. Il a vu M. Aldridge entrer. Il n'est pas entré lui-même, mais il est resté dehors sur son cheval pendant 20 minutes, puis il est parti en direction du bureau du télégraphe. Maggie a regardé le soleil, toujours en train de monter. Encore loin de jeudi. Caleb est au ranch? Il y était. Il est peut-être déjà en route pour ici. Retourne lui dire que Decker a utilisé le télégraphe. Il saura ce que ça veut dire. Eli est parti. Elle a pris son marteau et s'est mise au travail sur le châssis de la fenêtre du mur est, parce que ses mains avaient besoin de quelque chose à faire et parce qu'elle n'arrêterait pas de construire cet endroit pendant que quelqu'un essayait de le lui prendre. Chaque clou qu'elle enfonçait était un argument. Chaque planche qu'elle posait était un témoignage. James Aldridge avait dit « Documentez tout, le bâtiment est votre preuve ». Et elle l'avait pris à cœur d'une manière qu'il n'avait peut-être pas prévue. Car pour Maggie Foster, le bâtiment n'était pas seulement une preuve. C'était elle. Caleb est arrivé à 10 heures. Il n'était pas seul. À ses côtés se trouvait un homme qu'elle n'avait jamais vu, plus âgé, peut-être 60 ans, avec le genre de visage buriné qui vous dit qu'une personne a passé toute sa vie à travailler dehors et a fait la paix avec ça. Il avait une manière tranquille de s'asseoir sur un cheval qui le faisait paraître né sur un. « Voici Walt Briggs », dit Caleb alors qu'il descendait de cheval. Il élève du bétail dans ce comté depuis 30 ans. « Walt, voici Maggie Foster. » Walt Briggs a touché son chapeau. « Mademoiselle Foster, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Je commence à peine à mériter qu'on en parle, dit-elle. « Monsieur Briggs, Walt. » Il a regardé la propriété avec des yeux perçants. « J'ai connu Edward Marsh, dit-il. Je n'ai su que ce matin ce qui est arrivé à sa propriété.
J'aurais dû poser des questions plus insistantes il y a 20 ans. Sa voix avait une platitude qui disait qu'il retenait quelque chose de serré derrière les mots. Je vais au bureau d'Aldridge. J'ai des choses à dire officiellement. Maggie a regardé Caleb. Walt détient le plus ancien titre de propriété continue de ce comté, dit simplement Caleb. Sa parole a du poids. Walt Briggs est allé au bureau d'Aldridge. Caleb est resté. Il l'a aidé avec le châssis de la fenêtre sans qu'on le lui demande, tenant le cadre droit pendant qu'elle le clouait, ne parlant pas beaucoup car aucun d'eux n'était du genre à parler pour combler le vide. Quand ce fut terminé, elle a reculé et ils l'ont tous les deux regardé. Decker a envoyé un télégramme, dit-elle. Je sais, il est allé à Abilene. Il n'a pas détourné les yeux du cadre de la fenêtre. Marcus prendra le premier train qu'il pourra. C'est un trajet de 6 heures depuis Abilene. Il pourrait arriver ce soir si le timing est bon, ou demain matin, avant jeudi. Oui, elle a réfléchi à ça. Est-ce que ça change ce qu'Aldridge fait? Non. L'injonction est déjà déposée. C'est officiel. Holloway peut revenir ce soir, ça ne changera rien. Il l'a finalement regardé. Ce que ça change, c'est ce qui se passe ensuite. Holloway est un homme qui fait ses vraies affaires en dehors des salles d'audience. Quand il reviendra et trouvera ses papiers disparus, sa femme chez Dora Hatch et une injonction déposée contre lui, il s'est arrêté. Il viendra ici, dit Maggie. Probablement. Elle a regardé le cadre de la fenêtre qu'elle venait de poser. Qu'il vienne, dit-elle. Il est venu à 4 heures de l'après-midi, pas demain matin, ni même ce soir. 4 heures de l'après-midi un mercredi, ce qui signifiait qu'il avait quitté Abilene avant même l'arrivée du télégramme de Decker. Et Maggie ne savait pas ce que cela signifiait, sauf que Marcus Holloway était soit très bien connecté, soit très paranoïaque, soit les deux. Et aucune de ces options ne la rassurait. Elle a entendu les chevaux, plusieurs, pas un seul, et elle a posé ses outils, s'est tenue dans la cour et a attendu. Ils étaient 4. Decker était l'un d'eux. Elle ne connaissait pas les 2 autres. Marcus Holloway, elle l'a reconnu du fond de sa mémoire. Elle avait vu une photo dans les premières lettres, formelle et rigide. Un homme à la mâchoire carrée et à l'air de quelqu'un qui croyait que son propre visage était un atout. Il était plus corpulent que sur la photo et avait le visage plus dur. Et il la regardait comme on regarde les problèmes qu'on décide comment résoudre. Il n'est pas descendu de son cheval. « Mademoiselle Foster, dit-il, comme si le nom avait mauvais goût. « Monsieur Holloway, dit-elle, vous êtes de retour plus tôt que prévu. Où est-ce ma femme? » J'imagine qu'elle est là où elle a choisi d'être. Elle a gardé une voix égale. C'est une femme adulte. Sa mâchoire a bougé. Vous lui avez mis des idées en tête. Je lui ai donné le nom d'un avocat. Elle a pris ses propres décisions. Maggie le regarda fixement. Il me semble que vous avez l'habitude d'envoyer les gens prendre leurs propres décisions dans de nouveaux endroits. L'un des hommes derrière Decker a émis un son, pas tout à fait un rire, rapidement réprimé. Le visage de Holloway s'est assombri. Il est descendu de cheval et elle a alors vu à quel point il était grand. Large, corpulent au niveau de la poitrine, le genre d'homme qui utilise sa taille comme ponctuation dans les disputes. Il s'est approché d'elle et s'est arrêté à 6 pieds, ce qui était assez proche pour être une déclaration. « Vous n'avez aucun droit légal ici, dit-il. J'ai une injonction déposée ce matin qui dit le contraire. » Je ne l'ai pas reculé, pas d'un pouce, et j'en ai une copie dans ma poche si vous voulez la lire. Cette injonction est basée sur des documents volés. Ces documents étaient dans votre bureau, dans votre maison, Monsieur Holloway. C'était votre propriété. Elle a fait une pause. Vous devriez peut-être réfléchir attentivement aux documents volés dont vous parlez. Ses yeux sont devenus froids. Le genre de froid que la grange de Pete Garver a probablement ressenti juste avant que le feu ne commence. Elle n'a pas bronché. « Vous avez jusqu'au coucher du soleil, dit-il. Prenez ce qui est à vous et partez. Je considérerai l'affaire réglée. Je considérerai l'affaire réglée, dit-elle, quand un tribunal le fera. » Il la fixa. De la route du nord est venu un bruit de sabots. Plus d'un cheval se déplaçant à bonne allure, venant vers eux. Holloway s'est retourné. Caleb Turner est arrivé du nord et Walt Briggs était avec lui. Et derrière eux, ce que Maggie n'avait pas prévu, ce qui lui a serré la gorge avec quelque chose qu'elle ne pouvait nommer, se trouvaient Ellie et Dora Hatch conduisant son chariot, et Nell et Ruth à pied, et 2 hommes qu'elle reconnaissait vaguement de la ville, à qui elle n'avait pas parlé, mais qui avaient apparemment décidé d'être présents pour cela. Ils ne se sont pas pressés.
Ils se sont arrêtés au bord de la cour et ils étaient juste là. Un fait, une présence, un reniflement, un ombre. Holloway les a tous regardés. Son visage travaillait sur quelque chose. Ce ne sont pas vos affaires, dit-il à la cour en général. Walt Briggs est descendu lentement de cheval. J'ai connu Edward Marsh, dit-il. Sa voix portait facilement dans l'air de l'après-midi. Et j'en fais mes affaires. Holloway s'est tourné vers lui. Reste en dehors de ça, Walt. Je suis resté en dehors des affaires de ce comté pendant 20 ans, dit calmement Briggs. Je trouve que ça me convient moins bien qu'avant. Il a regardé Holloway comme les très vieux hommes regardent parfois les plus jeunes. Pas avec colère, exactement, mais avec la patience spécifique de quelqu'un qui a vu assez de choses mal tourner pour reconnaître le schéma quand il le voit. Tu devrais te trouver un avocat, Marcus, le genre que tu payes, au lieu de celui que tu possèdes. Le visage de Holloway est devenu rouge. Decker a posé sa main sur le bras de Holloway. Doucement, un geste pour l'avertir. Holloway l'a repoussé. Il a fait un autre pas vers Maggie et elle a tenu bon et l'a regardé. Il était presque un pied plus grand et 2 fois plus large qu'elle, et cela ne signifiait rien, absolument rien, et elle a dit doucement pour que lui seul puisse entendre. Je sais pour le document de transfert, je sais que la signature n'est pas celle de Sarah Marsh, je sais que vous détenez cette terre sur un titre falsifié depuis 20 ans. Elle a regardé son visage changer. Et je sais que James Aldridge envoie en ce moment même une lettre à un homme nommé Thomas Marsh au Nouveau-Mexique, qui est le fils d'Edward Marsh, qui a le droit légal de contester le titre original devant un tribunal fédéral. Elle a fait une pause. Alors réfléchissez bien, Monsieur Holloway, si vous voulez faire de moi votre problème, parce que je suis la plus petite partie du problème que vous avez. Il était très immobile. Elle pouvait le voir réfléchir, le voir calculer comme Decker l'avait fait lors de sa première visite, essayant de comprendre la forme de la situation et où se trouvait le levier. Mais la forme de cette situation avait changé du jour au lendemain et il rattrapait son retard en temps réel, et il n'aimait pas ce qu'il découvrait. « Sortez de ma propriété, dit-il. C'est sorti plus doucement que tout ce qu'il avait dit auparavant, ce qui le rendait pire. Je le ferai, dit-elle, quand un juge le dira. Face à moi dans une salle d'audience, officiellement. Elle a soutenu son regard. Vous voulez accélérer les choses? Déposez votre plainte civile. Monsieur Aldridge s'en réjouira. Elle a tourné le dos à Marcus Holloway. Elle s'est dirigée vers le mur est, a pris son marteau et a enfoncé un clou. Derrière elle, elle n'a rien entendu pendant un long moment. Puis elle a entendu les bottes de Holloway sur le sol sec, s'éloignant. Elle l'a entendu monter à cheval. Elle a entendu Decker dire quelque chose de bas et rapide qu'elle n'a pas pu distinguer. Elle a entendu 4 paires de sabots s'éloigner vers l'est. Elle a enfoncé un autre clou. Ses mains étaient parfaitement stables. Cette nuit-là, Caleb est resté. Pas à l'intérieur. Il a déroulé une couverture près du peuplier, comme le font les employés de ranch quand ils surveillent quelque chose. Et il n'a donné aucune explication, et elle ne lui en a pas demandé. Elle lui a apporté du café qu'elle avait fait sur le poêle réparé par Ruth, et il l'a pris et a dit merci. Et elle s'est assise sur la pierre plate pendant un moment dans l'obscurité rafraîchissante, et ils ont regardé le ciel ensemble, sans que cela ait besoin de signifier plus que ce que c'était. Vous n'aviez pas peur de lui, dit Caleb. J'avais peur. Elle a tourné la tasse de café dans ses mains. J'ai expliqué ça. Je sais, je ne conteste pas. Il la regarda. Je dis que je vous ai vu tourner le dos à Marcus Holloway avec ses hommes derrière lui et prendre votre marteau. Et j'ai vu des hommes avec 30 ans d'expérience et toute une cavalerie derrière eux ne pas être capables de faire ça. J'avais quelque chose à faire, dit-elle. Quand vos mains ont quelque chose à faire, il est plus facile de tenir le reste de vous-même. Il est resté silencieux un moment. Où avez-vous appris ça? J'ai construit un toit en 12 jours, dit-elle. Je l'ai appris au bout de 6 jours environ. Elle l'a entendu émettre un son, calme, bas, quelque chose de chaleureux. James va obtenir une date d'audience, dit-il, probablement dans le mois. Holloway essaiera de la retarder, mais avec les documents que Clara a apportés, Walt Briggs prêt à témoigner et Thomas Marsh étant prévenu, il s'est arrêté. Ça va aller au tribunal, un vrai tribunal, fédéral peut-être, je sais. Et vous devrez vous lever et parler de tout ça, la lettre, les 23 mots, pourquoi vous êtes venu, ce que vous avez trouvé, ce que vous avez construit. Il a fait une pause. Vous êtes prête pour ça? Elle a pensé à se tenir dans le champ de vision de Roy Decker.
pendant qu'il la mesurait pour quelque chose qui plierait facilement. Elle a pensé au sourire de Vera Plum avec des dents dedans. Elle a pensé à Marcus Holloway à 6 pieds de distance, utilisant sa taille comme ponctuation, pensant que ce serait suffisant. « Je me prépare depuis que la diligence est partie, dit-elle. Il la regarda juste un long moment, de la manière qu'il avait, comme s'il faisait le point, et le bilan ne cessait de s'avérer plus élevé que ce à quoi il s'attendait. « Très bien, dit-il simplement. Elle s'est levée, a repris sa tasse vide vers la porte. Caleb, Maggie. Elle s'est arrêtée, la main sur le nouveau cadre de porte, sur la porte que Nell avait accrochée bien droite sur de bonnes charnières, sur le cadre qu'elle et Caleb avaient posé l'après-midi avant la tempête. « Si ça va au fédéral, dit-elle, si ça ramène Thomas Marsh ici et que le titre de propriété est contesté et que tout se complique, elle s'est arrêtée. Ça pourrait ne pas se terminer avec moi possédant cette terre. »« Je sais, dit-il. Alors pourquoi elle s'est retournée? Pourquoi tout ça? Pourquoi vous, Walt, Eli et tous les autres aujourd'hui? » Il la regarda fixement. « Parce que ce qui est arrivé à Sarah Marsh et Thomas Marsh était mal, dit-il. Et ce que Marcus Holloway a essayé de vous faire était mal, et les choses mauvaises ne se réparent pas d'elles-mêmes. Il s'est adossé au peuplier. Parfois, quelqu'un doit se tenir dans la cour et ramasser un marteau. » Elle le regarda un long moment. « Dormez un peu, dit-elle finalement. Vous aussi. » Elle laisse rentrer. Elle n'a pas dormi immédiatement. Elle s'est allongée sur son sac de couchage dans la pièce N et a écouté les bruits de la nuit et le craquement occasionnel de la propriété autour d'elle. Et elle a pensé à ce qu'il avait dit. Parfois, quelqu'un doit se tenir dans la cour et ramasser un marteau. Elle l'avait fait. Elle le faisait encore. Mais demain, elle devait faire quelque chose de plus difficile. La lettre est arrivée le lendemain matin avant qu'elle n'ait fini sa première tasse de café. Eli l'a apportée et son visage lui a dit qu'il y avait quelque chose dedans avant qu'elle ne l'ouvre. Elle a brisé le seau et l'a lu debout dans la cour. C'était de James Aldridge. 3 phrases. « Thomas Marsh a reçu le message hier soir par télégraphe. Il est déjà en route. Il arrive vendredi. » Elle l'a lu 3 fois. Thomas Marsh, l'homme dont la mère avait été trompée, dont la terre de son père avait été falsifiée, qui avait passé des années dans l'Est du Nouveau-Mexique, croyant que la perte de sa famille était due à des dettes, était dans un train en ce moment même, se déplaçant vers l'Est, vers un comté où il n'était pas allé depuis qu'il était jeune homme, faisant des transhumances avec Caleb Turner, se dirigeant vers une salle d'audience, vers la vérité qui avait été enterrée dans un tiroir derrière un faux fond pendant 20 ans. Elle a plié la lettre, l'a mise dans la poche de son tablier à côté de l'autre. Les 2 lettres côte à côte et la distance entre elles, entre ne vient pas et il est déjà en route, lui semblait être la distance entre qui elle avait été il y a 12 jours et qui elle était là maintenant. Elle a regardé sa propriété, le mur sud, étayé et tenant bon. Le toit, avec son papier goudronné assombri par la pluie de la nuit dernière, mais sans fuite, elle avait vérifié chaque centimètre dès le matin. Le cadre de la fenêtre, droit et d'équerre. La porte sur les charnières de Nell, ouverte à l'air du matin. Elle avait construit tout ça. Pas seulement le bois et les clous. Tout ça. L'avocat, le carnet, le témoignage, les femmes qui sont venues sans qu'on le leur demande et l'homme qui dormait sous le peuplier, qui avait traversé une tempête parce qu'il avait vu quelque chose se préparer et était venu quand même. Elle avait construit tout ça. Eli la regardait lire la lettre 2 fois de plus, attendant. « Bonne nouvelle ?» demanda-t-il. Maggie Foster a plié la lettre une dernière fois, l'a glissée dans sa poche à côté des 23 mots qui avaient tout commencé, et a regardé le jeune homme qui avait été à sa clôture chaque matin pendant 12 jours d'affilée, et dont elle avait mis le nom dans son carnet à chaque fois. « Thomas Marsh arrive, dit-elle. » Le visage d'Eli s'est fendu du premier grand sourire qu'elle lui avait vu. « Alors c'est vrai, dit-il, c'est vraiment vrai. » Elle a regardé tout ce qu'elle avait construit. « Ça a toujours été vrai, dit-elle, depuis le premier clou. » Thomas Marsh n'était pas ce à quoi Maggie s'attendait. Elle s'était fait une image de lui dans son esprit à partir des quelque chose que Caleb avait dites. Une transhumance, les du Nouveau-Mexique. Un homme qui pensait que la perte de sa famille était due à des dettes. Elle avait imaginé quelqu'un de buriné et de silencieux. Le genre d'homme qui porte un vieux chagrin comme on porte une pierre dans sa botte, toujours conscient, marchant autour. Il était buriné.
Cette partie était juste. Mais quand il est descendu de la diligence le vendredi matin et a regardé la rue principale de Calderfield avec des yeux vifs et perçants, ce qu'elle a vu n'était pas du chagrin. C'était de la fureur. Vieille, contrôlée, contenue pendant des années, jusqu'à devenir si compressée qu'elle était devenue silencieuse. Le genre de colère qui ne crie pas. Le genre qui attend. Caleb l'a rejointe en premier. Ils se sont serrés la main comme le font les hommes qui ont traversé quelque chose ensemble, fort et bref, puis Caleb s'est retourné et a dit « Thomas, voici Maggie Foster. » Thomas Marsh la regarda. Il avait peut-être 45 ans, mince, avec le genre de main de son père, balafré sur les articulations, durablement rugueuses. Les mains d'un homme qui n'avait jamais cessé de travailler, même quand le travail était sur la terre de quelqu'un d'autre. Monsieur Aldridge m'a dit ce que vous avez trouvé, dit-il, dans le bureau de Holloway. La signature de votre mère a été falsifiée, dit-elle, sans adoucir les choses. Il n'avait pas l'air d'un homme qui voulait qu'on adoucisse les choses. Le document de transfert est daté de 6 mois après la mort de votre père. L'écriture sur la ligne de signature ne correspond à rien de ce qu'Aldridge a pu trouver de la vraie main de votre mère. La mâchoire de Thomas Marsh a travaillé une fois. Je veux le voir, dit-il. Aldridge là, il nous attend. Elle s'est tournée vers le bureau d'Aldridge et Thomas Marsh a marché à ses côtés et elle pouvait sentir la chaleur qui émanait de lui. Pas de la chaleur corporelle, autre chose. La température particulière d'un homme à qui on vient de donner la preuve que ce qu'il a cru pendant 20 ans être un accident était en fait un crime. Le bureau d'Aldridge n'avait jamais contenu autant de monde à la fois. Maggie, Caleb, Thomas, Walt Briggs et Eli se tenaient tous debout ou assis dans diverses dispositions pendant qu'Aldridge étalait les documents sur son bureau et expliquait chaque page à Thomas. Thomas n'a pas parlé pendant qu'Aldridge parlait. Il a regardé chaque document pendant un long moment avant de hocher la tête pour le suivant. Quand Aldridge est arrivé au transfert falsifié, Thomas a posé son doigt sur la ligne de signature. Il ne l'a pas touché, il l'a juste pointé. Le nom de ma mère était Sarah Ellen Marsh, dit-il. Elle signait toujours son deuxième prénom complet, surtout. Il a levé les yeux. Cette signature dit Sarah Marsh, 2 mots. Il a de nouveau baissé les yeux dessus. Elle n'a jamais signé 2 mots de sa vie. La pièce était silencieuse. Témoignerez-vous de cela? Demanda Aldridge. Vous ne pourriez pas m'en empêcher, dit Thomas. Aldridge a regardé le groupe. L'audience est lundi, dit-il. Juge Harlan Coe, tribunal de circuit. Il vient de Fort Worth et il n'appartient pas à Marcus Holloway. Il a fait une pause. Je veux être clair sur ce dans quoi nous nous engageons. Holloway aura une représentation, une bonne représentation. Il peut se permettre les meilleurs. Il soutiendra que les documents ont été détournés. Il soutiendra que la chaîne de titre est valide en apparence. Il soutiendra que Mademoiselle Foster n'a aucun droit. Il a regardé Maggie. Et puis vous allez vous lever et être la personne la plus crédible de cette salle. Comment? Demanda-t-elle, en disant la vérité avec exactement les mots que vous utilisez depuis 2 semaines. Il a fermé le dossier. On ne joue pas la comédie pour le juge Coe. Vous lui parlez simplement comme vous avez parlé à Decker dans votre cour, comme vous avez parlé à Holloway quand il est revenu d'Abilene. Il a soutenu son regard, comme quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle a construit et exactement ce que cela lui a coûté. Maggie a pensé à la première soirée où elle avait rencontré cet homme avec ses doigts tachés d'encre et son bureau encombré, et comment elle lui avait demandé ses honoraires, et il avait dit « Voyons d'abord à quoi nous avons affaire ». Elle comprenait maintenant ce qu'il avait voulu dire. Il ne savait pas alors si cela valait son effort. Il le savait maintenant. Lundi, dit-elle. Lundi, confirma-t-il. Samedi et dimanche, elle a travaillé, non pas parce que c'était nécessaire, bien qu'il y ait toujours quelque chose à faire, mais parce qu'elle avait besoin d'avoir les mains occupées et l'esprit en mouvement, et que rester immobile ne l'avait jamais aidé à penser plus clairement. Elle a redressé le dernier poteau de clôture de la ligne nord. Elle a déblayé le puits envasé du côté est de la cour, ce qui a pris 4 heures et a été le travail le plus boueux et le plus ingrat qu'elle ait fait jusqu'à présent. Et quand l'eau est revenue propre au fond, elle s'est assise sur le bord et a ressenti quelque chose de proche de la joie, ce qui l'a surprise car elle pensait être trop fatiguée pour la joie en ce moment. Caleb est venu samedi après-midi. Il n'a pas demandé ce dont elle avait besoin. Il a regardé ce qui restait,
et a commencé à s'occuper des poteaux de la clôture sud sans discussion, et ils ont travaillé en parallèle pendant 2 heures dans la chaleur de juillet sans beaucoup parler. C'était devenu une sorte de langage entre eux. Le silence au travail, la chose qui n'avait pas besoin de mots parce que les mots ne feraient que l'entraver. « Vous êtes nerveuse ?» demanda-t-il vers le troisième poteau de clôture. « Oui, dit-elle sans hésitation. »« Bien, dit-il. » Elle le regarda. « Ça veut dire que vous comprenez ce que c'est, dit-il. Les gens qui ne sont pas nerveux en entrant dans une pièce comme ça, soit ne savent pas ce qui est en jeu, soit s'en fichent. Vous savez, et vous vous en souciez. » Il a enfoncé un clou proprement. C'est un avantage, pas un problème. Clara est venue dimanche soir. Elle logeait toujours chez Dora Hatch et elle y était depuis 4 jours maintenant. Et quelque chose avait changé sur son visage pendant ces 4 jours. Quelque chose s'était installé, détendu, comme un poing qui se dessert lentement. Elle a apporté un plat couvert de la cuisine de Dora et s'est assise avec Maggie sur la pierre plate dans la cour qui se rafraîchissait, et elles ont mangé ensemble sans grande cérémonie. Il a envoyé un message par Decker, dit Clara, à la maison de Dora. Il a dit que si je revenais avant lundi, Elle s'est arrêtée. Il faciliterait les choses à l'audience. Maggie la regarda. « Qu'avez-vous répondu? » « Je n'ai rien dit. » Dora a ouvert la porte et a dit à Decker que Mme Holloway ne recevait pas de visiteurs et que si M. Holloway avait une communication légale, il devait la diriger vers M. Aldridge. Le coin de la bouche de Clara s'est courbé. Vous auriez dû voir la tête de Decker. Maggie a presque ri. Presque. Avez-vous peur? Demanda-t-elle. Terrifiée, dit Clara. Mais je n'arrêtais pas de penser que la pire chose que je craignais, c'était qu'il découvre que j'avais pris ses papiers. Et c'est déjà arrivé, et je suis toujours là. Elle a regardé ses mains. Tout ce qui arrive après la pire épreuve est plus facile à affronter. Maggie a pensé à une diligence s'éloignant derrière elle, à 23 mots pliés dans la poche de son tablier. C'est vrai, dit-elle. C'est exactement vrai. L'audi est arrivé, dur, chaud et clair, comme le font les matins de juillet quand ils veulent vous faire savoir qu'il n'y a nulle part où se cacher. Maggie s'est habillée avec soin. Elle n'avait pas de robe de tribunal. Elle avait le coton bleu foncé avec lequel elle était arrivée, lavé 2 fois maintenant, et repassé aussi plat qu'elle le pouvait avec une poêle chauffée qu'elle utilisait à la place d'un vrai fer. Elle a relevé ses cheveux correctement pour la première fois depuis la diligence, et elle a regardé ses mains avant de quitter la maison, et elle n'a pas essayé de cacher ce qu'elles étaient. Callosité, cicatrices et rugosité dues au travail de 2 semaines, la coupure sur sa paume droite guérie en une ligne pâle. Sétensément, elle allait entrer dans cette salle d'audience avec elle, et elle n'allait s'excuser pour rien de ce qu'elles avaient fait. La salle d'audience était déjà à moitié pleine quand elle est arrivée. Elle ne s'y attendait pas. Aldridge l'avait prévenue que l'audience pourrait attirer l'attention, mais elle n'avait pas compris ce que « attention » signifiait dans une ville de cette tagatine. Cela signifiait que chaque personne qui avait déjà eu un problème avec Marcus Holloway avait trouvé une raison d'être dans le bâtiment ce matin-là. Cela signifiait Walt Briggs au 3e rang avec 2 éleveurs qu'elle ne connaissait pas. Cela signifiait Dora Hatch, Nell et Ruth. Cela signifiait Ali, qui avait mis une chemise propre et avait l'air d'avoir 16 ans dedans. Cela signifiait des gens qu'elle avait croisés dans la rue principale et à qui elle n'avait jamais parlé, qui l'avaient apparemment observé de loin et avaient décidé de quel côté il voulait être. Marcus Holloway était déjà assis à sa table. Son avocat était un homme de Fort Worth, aux cheveux d'argent et à l'air précis, avec le genre de confiance qui vient de nombreuses victoires. Holloway n'a pas regardé Maggie quand elle est entrée. Il a regardé le mur au-dessus du banc du juge. Sa mâchoire était serrée. Decker n'était pas là. Elle l'a remarqué. Thomas Marsh était au 2e rang. Il a croisé son regard quand elle est entrée et lui a fait un bref signe de tête. Le juge Harlan Coe était exactement ce qu'Aldridge avait décrit, un homme de circuit n'appartenant à personne et avec un visage qui suggérait qu'il avait entendu toutes les versions possibles de tous les arguments possibles et n'était intéressé que par la partie qui était vraie. Il est entré sans cérémonie, s'est assis, a regardé la salle par-dessus ses lunettes et a dit « Nous allons commencer ». La première heure fut d'une architecture juridique, Aldridge posant les fondations, l'avocat de Holloway de Fort Worth les contestants, Coe écoutant avec la patience particulière de quelqu'un qui tient les comptes. Maggie s'est assise droite, les mains à plat sur la table devant elle,
et a suivi chaque mot. L'avocat de Holloway a soutenu que les documents étaient des biens volés, irrecevables, obtenus par une violation du domicile conjugal. Aldridge a dit que les documents étaient la preuve d'une fraude dissimulée pendant 20 ans et que leur origine était moins pertinente que leur contenu et qu'il serait heureux de laisser le juge Coe examiner directement la question de l'écriture. Coe a regardé le document de transfert falsifié pendant un long moment. Maître, dit-il à l'avocat de Holloway, la thèse de votre client est que ce transfert est valide. Oui, votre honneur. Alors il ne s'opposera pas à une comparaison de la signature avec des échantillons vérifiés de l'écriture de Sarah Marsh. Une pause brève mais réelle. Nous aurions besoin de temps pour localiser des échantillons vérifiés, a dit l'avocat de Fort Worth. Thomas Marsh a 3 lettres écrites par sa mère en 1859 et 1860, a dit Aldridge. Il les a avec lui ce matin. Coe a regardé l'avocat de Holloway avec une expression qui n'était pas tout à fait un sourire. Alors nous n'aurons pas besoin d'attendre. Holloway a bougé très légèrement, juste un déplacement de poids sur sa chaise, mais Maggie l'a senti de l'autre côté de la pièce. Il s'est penché vers son avocat et a dit quelque chose de bas et rapide. Le visage de l'avocat n'a pas changé, mais ses épaules se sont légèrement crispées. Mini tremblement de terre. Le premier de la matinée. Thomas Marsh a pris la barre et a lu 3 passages des lettres de sa mère pour le dossier. Il les a lus sans inflexion, comme un homme déposant des faits, mais ses mains sur le papier étaient crispées. Puis il a placé les lettres à côté du document de transfert et a laissé le juge Coe regarder. La salle était complètement silencieuse. Le deuxième prénom complet, a dit Coe presque pour lui-même. Oui, votre honneur, a dit Aldridge doucement. Dans chaque échantillon vérifié. Coe a posé les documents. Il a regardé Holloway de l'autre côté de la pièce. Holloway a soutenu son regard et n'a pas détourné les yeux, ce qui était soit du courage, soit du calcul, et Maggie n'était pas sûre de savoir lequel. Puis Maggie a pris la barre. Elle avait eu peur de cette partie d'une manière spécifique et concrète. Pas de parler, mais d'être regardée. Que la salle la regarde et voit d'abord ce qu'elle était avant d'entendre ce qu'elle disait. Une femme corpulente, forte au niveau de la taille, avec des mains durcies par le travail et une robe qui n'était pas une robe de tribunal. Une épouse par correspondance qui avait reçu 23 mots de rejet. Elle savait que c'était ce que certains d'entre eux verraient. Elle s'est assise sur la chaise des témoins et a regardé le juge Coe. Et elle a parlé. Elle lui a dit à quoi ressemblait la propriété à son arrivée. Elle lui a dit ce qu'elle avait fait, dans quel ordre et quel jour. Elle a sorti le carnet de sa poche. Elle l'avait porté partout pendant 2 semaines, chaque jour. Et elle a lu des dates, des heures et des noms de témoins sans drame, juste les faits. Les faits simples et documentés d'une femme à qui les circonstances et certaines personnes avaient dit qu'elle ne valait pas grand-chose et qui avait décidé, tranquillement et avec un marteau, de ne pas être d'accord. L'avocat de Holloway s'est levé pour la contre-interroger. « Mademoiselle Foster, dit-il, n'est-il pas vrai que vous êtes venue à Calderfield dans le cadre d'un arrangement privé qui n'est plus en vigueur? » L'arrangement a pris fin lorsque M. Holloway a envoyé une lettre, dit-elle. La clause de résidence de la concession n'a pas pris fin avec elle. M. Aldridge peut parler des détails juridiques. Et n'est-il pas vrai que vous n'avez aucune revendication formelle sur cette propriété? J'ai un accord de concession valide, des améliorations documentées, 2 semaines de résidence attestées par des témoins et le soutien d'une loi fédérale sur les droits de concession. Elle le regarda fixement. Voulez-vous que je sois plus précise? Quelqu'un dans la salle a émis un son, rapidement maîtrisé. L'avocat a essayé 2 fois de plus et a obtenu la même chose à chaque fois. Des réponses calmes, précises et documentées qui fermaient toutes les portes qu'il essayait d'ouvrir. Il s'est assis un peu plus tôt qu'il ne l'avait probablement prévu. Le juge Coe la regarda par-dessus ses lunettes. « Mademoiselle Foster, dit-il, vous êtes sur cette propriété depuis combien de temps? » « 16 jours ce matin, votre honneur. » « Et vous avez tenu des registres documentés de vos améliorations? » « Chaque jour, votre honneur. » Il a regardé le carnet qu'elle tenait toujours. « Puis-je le voir? » Elle le lui a tendu. Il l'a lu pendant 4 minutes. La salle retenait son souffle. Puis est venu le rebondissement que personne dans la salle n'avait vu venir. Ni Aldridge, ni Caleb, ni Maggie elle-même. La porte au fond de la salle d'audience s'est ouverte. Roy Decker est entré. Pas avec Holloway, pas pour aider Holloway. Il s'est avancé vers l'avant de la salle, s'est arrêté près du bureau du greffier
et a dit assez fort pour que toute la salle entende. « Je dois parler au juge Coe. » Holloway était sur ses pieds avant la fin de la phrase. « Roy, assieds-toi. » « Marcus !» La voix de Decker contenait quelque chose qui couvait depuis longtemps. La platitude d'un homme qui avait fait les courses de quelqu'un d'autre pendant trop d'années et qui s'était enfin arrêté assez longtemps pour en sentir le poids. Il a regardé le juge. « J'étais présent lors de la rédaction du transfert de titre des Marsh. J'avais 22 ans, je travaillais pour le père de Marcus Holloway et on m'a dit de témoigner pour un document et je n'ai pas posé assez de questions. » Il a fait une pause. « Je n'ai pas posé assez de questions depuis 20 ans. » La salle a éclaté. Le marteau de Coe est tombé 2 fois. « Silence! Silence! » Le silence est revenu lentement. Holloway était toujours debout. Son visage avait pris une couleur qui n'était pas tout à fait saine. Son avocat de Fort Worth a posé une main sur son bras et il l'a repoussé. Le même geste qu'il avait utilisé sur Decker dans sa cour, se souvint-elle. Et il y avait quelque chose de presque triste à le voir maintenant. « Roy », a dit Holloway, juste le nom, comme une question et une menace à la fois. Decker le regarda. « Je suis désolé, Marcus, » dit-il. « Je suis désolé depuis longtemps. Je n'ai simplement rien fait à ce sujet jusqu'à maintenant. » Il s'est assis. Coe a regardé l'avocat de Holloway. « Maître, je vous suggère d'avoir une conversation avec votre client pendant la suspension de séance. » La suspension a duré 20 minutes. Maggie s'est assise avec Aldridge et n'a pas parlé, et il n'a rien dit non plus. Caleb était assis derrière elle, et elle pouvait le sentir là, solide, présent, comme un mur bien construit quand on s'appuie contre lui. Thomas Marsh est venu s'asseoir à côté d'elle. « Quoi qu'il arrive là-dedans, dit-il, ce que vous avez fait, venir ici, rester, déterrer tout ça. » Il s'est arrêté. « Ma mère a passé les dernières années de sa vie à croire qu'elle avait failli à mon père, qu'elle avait laissé la terre partir d'une manière ou d'une autre. » Sa voix est devenue rauque sur les bords. « Elle n'a pas failli. Je veux que vous sachiez que ça compte pour moi. » Maggie a regardé cet homme avec ses mains crispées et ses 20 ans d'informations erronées, et elle a ressenti pour lui un chagrin propre et vrai. « Ça comptait pour moi aussi, dit-elle, avant même de savoir pour elle. » À la reprise de l'audience, l'avocat de Holloway a demandé un bref ajournement, 24 heures, a-t-il dit, pour examiner le nouveau témoignage et conseiller son client. Coe a refusé. « Nous avons suffisamment de preuves devant ce tribunal pour rendre une décision préliminaire sur la question du titre, » a-t-il dit. Il a baissé les yeux sur le carnet de Maggie, avec ses 14 pages de dates, d'heures et de noms, qu'il avait tenues pendant toute la suspension. Il l'a posé sur le banc. Il a regardé la salle. Le transfert de la propriété Marsh daté de 1861 présente des irrégularités matérielles incompatibles avec un transfert de titre valide, a-t-il dit. En attendant une enquête formelle du Bureau fédéral des terres, je place une suspension sur toutes les transactions de titres liées à cette propriété. Aucune procédure d'expulsion ne peut être engagée. Il a regardé Holloway. « Monsieur Holloway, vous vous présenterez à la juridiction de ce tribunal pour des procédures de suivi dans les 30 jours. » Holloway est resté très immobile. « De plus, a dit Coe, et il a de nouveau pris le carnet. La résidence documentée et les améliorations de Mademoiselle Foster établissent son statut d'occupante légale en vertu de la disposition fédérale sur les concessions. Elle restera en résidence en attendant l'examen du titre fédéral. » Il la regarda par-dessus ses lunettes. « Mademoiselle Foster, continuez à remplir ce carnet. »« Oui, votre honneur, dit-elle. »« Votre honneur, dit-elle, et l'audience est levée. » Le marteau est tombé. Dehors, dans la chaleur aveuglante de juillet, tout s'est passé en même temps. Aldridge lui a serré la main avec les 2 siennes et a dit quelque chose sur les délais fédéraux et les procédures du Bureau des terres qu'elle n'a pas entièrement suivies, mais a suffisamment compris. Ce n'était pas fini. Cela prendrait des mois, mais le terrain avait changé de manière irrévocable, et Marcus Holloway le savait, ainsi que chaque personne qui avait été dans cette salle. Thomas Marsh se tenait sur les marches du palais de justice et regardait la rue comme s'il voyait quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir. Elle s'est tenue à côté de lui un moment. « Allez-vous essayer de la récupérer ?» demanda-t-elle. « La terre. » Il est resté silencieux un instant. Il a regardé ses mains de la même manière que Walt Briggs les avait regardées, de la même manière qu'Eli les avait regardées, de la manière dont les gens regardent des preuves.
James Aldridge va parler au bureau des terres d'un transfert de titre formel. Si l'examen fédéral se déroule comme il le pense, la concession Marsh sera annulée et la terre reviendra au statut de concession fédérale. Il a fait une pause. Vous y êtes depuis 16 jours. Vous l'avez amélioré. Vous avez des témoins et de la documentation. Il la regarda droit dans les yeux. Vous déposez une demande de concession en bonne et due forme et vous travaillez cette terre pendant 5 ans, Maggie Foster. Elle devient vôtre par la loi. Elle a dû respirer prudemment un moment. Caleb attendait au bas des marches du palais de justice. Il a regardé son visage et y a lu quelque chose qui l'a fait expirer lentement. Et elle a descendu les marches vers lui, s'est arrêtée à 2 pieds et l'a regardé. Examen du titre fédéral, dit-elle. Ça pourrait prendre 6 mois ou plus. Je sais comment ça se passe, dit-il. Je dois rester sur la propriété, tenir le carnet, continuer à construire. Elle a fait une pause, 5 ans à partir d'une demande de concession en bonne et due forme. C'est ce que Thomas a dit. Thomas connaît la loi mieux que la plupart des gens. Elle le regarda un long moment, cet homme qui avait tenu une poutre stable alors qu'elle apprenait encore de quel côté du marteau se servir, qui avait traversé une tempête parce qu'il avait vu quelque chose se préparer et était venu quand même, qui avait dit, doucement dans le noir sous un peuplier, « Parfois, quelqu'un doit se tenir dans la cour et ramasser un marteau. » 5 ans, c'est long, dit-elle. C'est vrai, acquiesça-t-il. La clôture, dit-elle prudemment, celle que vous parcourez chaque soir, qui longe le bord nord de ma propriété. Il la regarda. Quelque chose de calme et de chaleureux a traversé son expression. Elle longe le bord, confirma-t-il. Eh bien, dit-elle, je suppose que je serai là. Il a levé la main et a touché le bord de son chapeau. Et Maggie Foster s'est retournée et a regardé la rue de Calderfield, au Texas. Dora Hatch serrant Clara dans ses bras sur le trottoir. Eli souriant de tout son visage sans raison particulière. Walt Briggs serrant la main de James Aldridge, avec la gravité des vieillards qui savent quand quelque chose a été remis en ordre. Tout ça. Et elle a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis si longtemps qu'elle en avait presque oublié le nom. Elle avait l'impression d'être exactement là où elle était censée être. Ce soir-là, elle s'est assise dans la pièce S de sa propriété, sa terreur, ses murs étayés, son toit goudronné, ses cadres de fenêtres droits et la porte que Nell avait accrochée bien droite sur de bonnes charnières. Et elle a sorti les 2 lettres de la poche de son tablier. Elle les a posées côte à côte sur le sol. Je me suis trouvé une fille du coin qui convient mieux au travail. Ne viens pas. Et il est déjà en route. Elle les a regardées pendant un long moment. Puis elle a pris la lettre de Marcus Holloway, ses 23 mots, et l'a pliée une dernière fois, l'a portée au poêle de cuisine que Ruth avait réparé, a ouvert la grille et l'a mise dedans. Elle l'a regardée brûler. Elle ne se sentait pas triomphante. Elle ne ressentait pas la satisfaction particulière de la vengeance, qui est toujours plus petite et plus froide que ce à quoi on s'attend. Elle ressentait quelque chose de plus calme et de plus permanent que l'un ou l'autre de ses sentiments. Elle se sentait en avoir fini avec ça, prête à le laisser derrière elle. Elle a fermé la grille. Elle a mis la lettre de Thomas Marsh, il est déjà en route, dans le carnet entre les pages et l'a fermé. Puis elle s'est assise par terre, le dos contre le mur le mur qu'elle n'avait pas construit elle-même et n'avait pas besoin de le faire. Celui qui était debout à son arrivée et qui avait tout soutenu pendant qu'elle apprenait ce qu'elle faisait. Elle apprenait encore. Elle comprenait que 5 ans, c'était long et qu'il y aurait des revers, des saisons difficiles et des jours où ses mains lâcheraient avant la fin du travail. L'examen fédéral pourrait traîner. Le comté pourrait créer des obstacles. Marcus Holloway avait encore 3 hommes au conseil du comté, mais il avait eu besoin de Decker. Et Decker était entré dans cette salle d'audience et s'était assis du mauvais côté. Il avait eu besoin de Clara. Et Clara avait franchi la porte de James Aldridge l'après-midi même où Maggie lui avait donné le nom. Il avait eu besoin que cette ville reste silencieuse, et la ville s'était montrée. Il avait eu besoin que Maggie Foster remonte dans une diligence. Elle a regardé ses mains dans la dernière lumière du soir qui filtrait par le nouveau cadre de la fenêtre. Ou ce n'étaient pas les mains de la petite femme qui avait écrit des lettres soignées et jolies à un homme qu'elle n'avait jamais rencontré à Springfield, dans l'Illinois. Elles n'étaient ni douces, ni sans marque, ni bonnes pour impressionner quiconque jugeait sur les mauvaises choses. Elles étaient balafrées,
cailleuse et durablement changée par 16 jours de travail que personne ne lui avait demandé de faire et qu'elle avait fait quand même, parce que le travail était là et qu'elle était celle qui se tenait devant, et que cela avait toujours été une raison suffisante. Maggie Foster avait parcouru 1500 miles parce qu'elle n'avait nulle part de mieux où aller. Elle n'avait nulle part de mieux où aller maintenant non plus. Et pour la première fois de sa vie, nulle part de mieux où aller était exactement là où elle voulait être. Elle avait construit cela, clou par clou, jour après jour, dans l'été brûlant du Texas, avec des mains en sang, un marteau usé et l'entêtement d'une femme qui avait finalement décidé que sa valeur n'était pas quelque chose qu'une autre personne pouvait fixer. Elle avait tout construit et ça allait durer.